Moi, je trouve qu'on peut quand même le caractériser comme misogyne. Enfin, il a à peu près toutes les tares du monde. Tu as laissé ça au montage, tu as envie que les spectateurs aient un doute sur ce qui se passe. Moi, j'ai pas trop de doute, je crois. Oui, en fait, moi non plus, malheureusement. Personne ne peint ses murs en turquoise, sauf Alban. Et ma mère, mais bref, on va pas en parler. C'est découpé en 4 saisons avec 4 chansons de Françoise Hardy. Voilà, elle fait l'amour sur Françoise. Simone de la Montagne de Federico Luis. Oui, je pense que c'est pas le meilleur. Où est-ce qu'il est ? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman ? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. La maman et la putain, c'est le titre du monument de Jean Eustache, mais aussi un bon résumé du regard ambivalent, voire schizophrène, que la société porte sur les femmes. Un regard que ne renierait pas le héros, légèrement misogyne, on en débattra, de L'amour c'est surcoté, premier long métrage de Mourad Winter, adapté de son propre roman. Regard que nos héroïnes du soir s'échinent à déconstruire. Dans La chambre de Mariana d'Emmanuel Finkiel, Mélanie Thierry conjugue les deux archétypes en étant à la fois travailleuse du sexe et mère d'adoption, tandis qu'Oksana se bat seins nus pour les droits des femmes dans le biopic de Charlène Favier, consacré à la figure Proust du mouvement féminin. Et enfin, il y a la courageuse Nina Meurice qui mène une lutte acharnée pour la vérité dans 37 secondes, la série inspirée de l'affaire réelle du naufrage du chalutier Bugaled Braise en 2004. Vous l'aurez sans doute deviné dès ma première phrase, en focus du jour, on zoome sur la prostitution au cinéma, le plus vieux métier du monde étant l'un des plus représentés sur grand écran. Et carte blanche à Imen qui explorera la représentation de la sexualité d'héroïnes adolescentes dans le cinéma d'auteur masculin. Silence, moteur, la perche est dans le cadre, mais on s'en fout, on fait de la radio. Action. Bonsoir à tout le monde, autour de la table, Alban, Félix, Manon, Valentin, Yuri, on va être rejoints en cours de route par Imen et Roman. Yuri, non, tu sais quoi, avant le courrier des auditeurs, on va quand même faire notre annonce de la prochaine émission en public. Absolument, la prochaine émission en public de La Perche est dans le cadre, donc à l'Entrepôt, le cinéma dans le 14e arrondissement. Aura lieu le mercredi 7 mai autour donc de David Cronenberg. On est encore en train de choisir le film, mais il y a de grandes chances que ce soit Crash. On attend de savoir la disponibilité du film auprès du distributeur. Donc ce sera comme d'habitude une projection et un enregistrement de podcast. A priori, d'abord l'enregistrement, ensuite la projection. Voilà, et puis ensuite on commence a priori à 20h, mais on vous annoncera de toute façon si ce sujet a changé. Donc voilà, c'est le mercredi 7 mai à partir de 20h, on va dire, au cinéma L'Entrepôt, l'enregistrement du podcast dans lequel on parlera des Linceuls, le dernier film de David Cronenberg. On fera un focus autour de sa carrière et donc de ses films, et on projettera ensuite Crash, je l'espère dans sa version restaurée, si on arrive à l'avoir auprès du distributeur. Voilà. Et on sera trop content de vous voir à cette occasion. Et tout de suite, le courrier des auditeurs. Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela te plaît ? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Déjà, on est très content des messages de remerciements qu'on a eus sur le dernier focus, parce que voilà, c'était un focus qu'on avait assez envie de faire depuis un petit moment. Je vais commencer peut-être par lire un message qu'on a eu sur YouTube très récemment, un message assez complet de Céline LG700, donc on va l'appeler Céline, qui nous dit... Pour Zion, en effet, quand un bateau de croisière débarque dans le port à Pointe-à-Pitre, il est très visible quand nous sommes dans les rues, puisque Yuri, tu te posais la question de savoir si c'était un effet spécial de voir cet énorme paquebot qui apparaissait plus haut que les immeubles. Et elle nous dit merci pour cette revue sur le film qui continue de remplir les salles de ciné ici en Guadeloupe. Elle est donc en Guadeloupe. Elle nous dit sur Sinners, je viens de le voir et je suis encore perturbée. J'hésite entre la grosse nullité et le chef-d'œuvre. Sensation bizarre. Et sur Fanon, comme Zion, un film porté par un Antillais, donc Fanon est martiniquais. Il est très connu et reconnu aux Antilles et aux États-Unis, bien sûr en Algérie, moins en France. Et Céline nous dit que le film marche assez bien ici en Guadeloupe, sûrement mieux qu'en France métropolitaine. Je ne l'ai pas encore vu, nous dit-elle. Film trop scolaire à mon goût, selon le peu que j'ai vu, mais pas besoin de voir le film. Nous connaissons le personnage et nous avons lu ses livres. Je sais qu'on peut peut-être lier avec le fait que, Yuri, tu as aussi reçu des messages concernant Zion. Non, concernant Sinners, oui. Mais je voulais moi faire un petit mea culpa parce que j'ai dit un peu n'importe quoi sur le distributeur de Eurozoom, qui en fait est beaucoup plus implanté que je ne le pensais. Simplement, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il était un peu plus spécialisé dans le cinéma d'animation japonais, dans des films japonais et pas forcément dans un film tel que Fanon. Il n'en a pas fait beaucoup des films d'auteurs français de ce type-là. C'était ça le fond de mon propos. Et voilà. Sur Sinners. Et sur Sinners, on a eu un message de Florian
qu'on salue et qui nous écoute régulièrement, qui nous trouve un peu dur avec le film, et on le cite parce que il est un peu, on va dire, il est sur la même longueur d'onde que pas mal de gens qui nous ont écrit en privé ou via le compte de La Perche pour nous dire que quand même c'est un super divertissement, qu'on était un peu sévère avec le film de Ryan Coogler. Nous, on maintient quand même un peu nos griefs par rapport au film, n'est-ce pas Félix, qui l'a rattrapé Oui, depuis. qui l'a rattrapé depuis. Ah, vous me jetez sous le bus comme ça. Je trouve que même le divertissement, en fait, tient pas complètement ses promesses parce qu'il fait pas grand-chose de son huis clos. Mais bon, après, il y a quand même des très bonnes séquences, et moi, typiquement, la séquence un peu chamanique, ça m'a plu, contrairement à Laurent, donc voilà. Donc on vous encourage quand même à aller le voir. Et le dernier message qu'on a, c'est Pauline également, qu'on salue, qui nous écoute sur son vélo en allant au travail, qui nous a dit que c'était sympa de faire des émissions longues, mais que quand même 1h45 c'était trop long, et que il fallait pas faire des émissions plus longues que Le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. Voilà, donc autant qu'à faire, faisons des émissions plus courtes, mais en même temps on fait un peu ce qu'on veut. Voilà, c'est ça la réalité. En même temps, Pauline peut peut-être nous écouter en 1x5. On parlera encore plus vite, mais ça peut être un nouveau concept. Elle a un peu le risque de ne pas comprendre ce que dit Félix, je pense. C'est un peu le problème. Mais... Bon bah, merci beaucoup en tout cas de vos messages. Est-ce que quelqu'un veut peut-être rebondir sur Zion ou sur Fanon? J'ai l'impression que l'avis de Céline est assez raccord finalement avec ce qu'on disait. Mais je trouve ça intéressant quand même, cette espèce de questionnement de chef-d'œuvre ou ratage ou nanar sur Sinners. On enchaîne avec le box-office de la semaine. Bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre, quoi? Et alors, Yuri, quels sont les films qui continuent de caracoler en tête? Évidemment, Minecraft, le film, qui arrive toujours en première position du box-office avec 539 000 entrées et un cumul donc à presque 2 millions. Il va les dépasser, les doigts dans le nez, sans aucun problème. Merci, au revoir. Le deuxième film qui arrive le film qui arrive en deuxième position de ce classement, c'est Sinners de Ryan Coogler, dont on vous parlait la semaine dernière. Alors, là où c'est intéressant, c'est que le film fait que 350 000 entrées sur sa première semaine, mais il n'était diffusé que sur 379 copies. Donc c'est pas un nombre de copies énorme. En comparaison, Minecraft en a 900, donc c'est quasiment 3 fois moins que le film Minecraft, et donc il affiche une moyenne par copie qui est en fait la meilleure de la semaine, puisque 922 spectateurs et spectatrices par copie pour Sinners. Il faut aussi dire que Sinners fait un énorme carton aux États-Unis. Il a réalisé le meilleur démarrage pour un film non franchisé depuis plus de 5 ans. Et là où c'est intéressant, c'est que à l'international, le film peine un peu plus à trouver son public, et ça rappelle un peu ce qui se passe avec les films de Jordan Peele, qui sont des films qui cartonnent vraiment aux États-Unis, notamment le dernier en date, Nope, et qui peinent un peu plus à trouver leur public à l'international, en tout cas qui ont des vrais qui en tout cas ont un vrai public aux États-Unis, un peu moins à l'inter. Est-ce que c'est bien Nope? Ça, on en débattra un autre jour. Mais donc voilà, c'est intéressant. Le film, en tout cas, semble trouver pour le moment son public en France. À voir comment ça évolue sur les prochaines semaines. Arrive en troisième position Moon le panda, oui absolument, qui fait 175 000 entrées dans sa deuxième semaine pour un cumul à 367 millions, je pense 367 000 pardon. Et je me disais, waouh, il y a beaucoup de Français qui sont allés voir le film. Non, en effet, je pense que les vacances étaient de mise, et les familles sont allées voir le film sur ce petit panda mignon. Je reviens à nos deux autres films dont on a parlé la semaine dernière, qui sont Zion et Fanon. Zion qui fait 85 000 entrées, qui est en 11e position, ce qui est quand même un très bon score, ce qui le porte à presque 300 000 entrées aujourd'hui. Donc ce qui veut dire que malgré sa distribution assez restreinte, le film trouve un public. Et Fanon, lui, fait 50 000 entrées, ce qui est plus 10%, donc il progresse, ce qui montre aussi que la mobilisation qu'il y a autour de ce film et autour de ce personnage, autour du sujet qu'il porte ses fruits. Ce qui, moi, me pousse à dire, si vous voulez voir des films qui vous plaisent, n'hésitez pas à les défendre, parce qu'en fait c'est aussi comme ça que les salles de cinéma les programment. Si vous avez une salle près de chez vous et vous avez envie d'aller voir un film, n'hésitez pas à leur dire, en fait j'ai envie de voir ce film dans cette salle, parce qu'en fait si vous ne le faites pas, ou si des gens ne le font pas, s'il n'y a pas de relais qui le font, parfois il y a des salles qui passent à côté de certains films, ou simplement qui se disent qu'il n'y a pas de public pour ça. Donc si Fanon en est l'exemple type, il y a une vraie mobilisation autour de ce film sur les réseaux, et pas seulement. Les gens ont appelé en effet leur salle de cinéma pour que ce film soit programmé. Voilà, c'est un modèle à suivre. Et parce que je pense que comme le disait Céline dans son commentaire, je pense qu'il y a beaucoup de gens, notamment en France métropolitaine, qui ne savaient pas qui était Fanon, et que donc pour le coup le bouche à oreille et même on va dire le débat médiatique que ça a créé autour permet aux gens de savoir ce qu'ils vont voir, sachant que l'affiche n'est pas forcément extrêmement parlante. C'est vrai.
Écoute, merci. Dans les news, Alban, toi, tu avais une mauvaise nouvelle à nous annoncer. Oui, on a appris la semaine dernière, le 19 avril, le décès de Marie-Garelle Weiss, qui était une scénariste et une réalisatrice française qui était connue pour avoir réalisé La Fête est finie en 2017 et en 2023, donc très récemment, un film qui s'appelle Sur la branche. Elle était aussi connue en tant que scénariste et pour les gens qui sont nés comme moi dans les années 90, elle avait scénarisé notamment 4 épisodes de la série culte Cœur Océan. Voilà, donc on voulait lui rendre ce petit hommage à la perchée dans le cadre, donc voilà, c'était Marie-Garelle Weiss qui nous a quittés la semaine dernière. Et tu voulais nous parler d'une autre réalisatrice, Agnès Varda. Oui, il y a une expo en ce moment au musée Carnavalet. C'est une exposition qui s'appelle Le Paris d'Agnès Varda, qui est une expo accessible depuis le 9 avril et jusqu'à la fin du mois d'août, je crois, le 28 août, je suis pas sûr. Et ça parle surtout du travail de photographe d'Agnès Varda et d'un atelier, une sorte de repère atelier qu'elle avait dans Paris. Elle a beaucoup... Rue Daguerre, non ? Rue Daguerre, ouais. Un lieu de création un peu emblématique et un peu moins connu du parcours et de la trajectoire de Varda. Donc Rita, notre alias Size the Movie, qui est chroniqueuse chez nous, a vu l'expo et a trouvé que c'était une expo avec un très très beau, bien pensé, avec un commissariat d'exposition assez bien imaginé. Donc foncez-y au musée Carnavalet, musée de la ville de Paris. Romane ? Oui, juste un petit ajout en fait de canois, tout simplement, dans les films qui ont été un peu ajoutés aujourd'hui. De dire qu'il y a le film de Kristen Stewart, Chronology of Water, qui va être présent à un certain regard. La version long métrage de son cours, donc. Tout à fait. On a mi-peur, mi-hâte, ayant vu le court-métrage. Et le film de Lynn Ramsey, qui du coup va être avec Jennifer Lawrence et Robert Pattinson, qui donc fait son retour aussi à Cannes. Et également le dernier film de Saïd Roustay. Je sais qu'il y a des Saïd Roustay-Zouz autour de la table aussi. Et Félix, toi, tu voulais nous parler d'un... Alban, Leila et ses frères, c'est... Oh oui, ok, je savais pas de qui on parlait, bien sûr. Cinéphilie sur 20, là. Félix, toi, tu voulais nous parler d'un petit changement dans la réglementation des Oscars. Ouais, c'est un tout petit truc, mais juste maintenant. En vrai, moi, je trouve ça énorme. Donc, moi, je trouve ça énorme aussi. Les membres de l'Académie doivent désormais visionner tous les films nommés dans chaque catégorie pour pouvoir voter lors du tour final des Oscars. Voilà, donc, non, mais ça devrait être obligatoire depuis toujours, mais comme ça l'était pas. Du grand professionnalisme. Mais en fait, en lisant ça, moi, je me demande comment ils vont faire. Déjà, ça demande du temps, et surtout, mais pour quel contexte ils se sont dit que c'était nécessaire d'ajouter ce point de règlement. C'est-à-dire que c'est quand même ça, parce qu'il y a quelqu'un qui a dû dire, bon, maintenant, ça va être obligatoire pour une raison qui, visiblement, nous, on ne connaît pas, mais il y a dû y avoir des problèmes. J'ai l'impression que l'année dernière, tout le truc autour de Anora, machin, et Mia Perez, ça a foutu un peu le... Enfin, il y a eu une espèce de guerre interne dans les Oscars qui peut-être... Mais en fait, ils vont leur faire des liens. Mais attendez, les gens se rendent compte aujourd'hui que les Oscars n'ont jamais regardé les films. Enfin, c'est quand même les gens, même pour les Césars, enfin, c'est pas dévoiler un grand secret de fabrication, mais la plupart des gens ne voient pas les 150 films nommés. Enfin, c'est... Ah, mais du coup, comme il y a un vrai truc de tendance et de machin et de manipulation entre guillemets d'opinion, je pense que maintenant d'essayer d'avoir ce genre de vérification, c'est pas plus mal. Après, effectivement, comment ils vont le faire, je sais pas. Oui, parce que j'ai envie de te dire, si regarde, si t'as lu, si t'as lu toute la vidéo, tu peux la laisser défiler pendant la nuit. Il y a pas une webcam qui te filme devant non plus. Mais là, ça serait quand même mettre vraiment énormément de mauvaise volonté. Alors, là, je cite Rita qui m'a expliqué le système parce qu'elle est beaucoup plus au taquet sur les award season que moi. Mais visiblement, en effet, il y a un moyen qui va être, qui vont checker si tu as regardé le film de A à Z et que tu n'as pas fait x2 ou que tu l'as pas arrêté avant la fin. Donc, ce que vont faire les gens, c'est qu'ils vont laisser un onglet ouvert et le film va tourner. Enfin, je pense que c'est ça qui va se passer. Ou alors prouver que tu l'as vu en salle et donc tu as ton petit billet. Donc, en fait, il y a plein d'assistants et d'assistantes de producteurs qui vont courir les cinémas de Los Angeles, passer leur carte UGC Unlimited et tirer des billets pour prouver qu'ils l'ont vu le film. Quoi. Donc, ça n'a aucun sens. Après, c'est vraiment genre les Oscars, ils ont introduit une règle pour que les gens fassent leur travail. Enfin, je trouve ça un peu fou, mais ouais, bon. Écoute, est-ce qu'on pourrait vérifier autour de la table que tout le monde a vu les films dont il parle, tu vois ? Le premier dont on parle ce soir, c'est L'amour est surcoté. Moi, j'ai jamais dit que j'ai vu les films. Premier long métrage de Mourad Winter. Tu sortirais avec un mec qui me ressemble, genre un peu à la même tête ? Non ? Bah, moi non plus. Ça faisait pile 3 ans que j'avais perdu mon meilleur pote. J'avais un truc à me prouver. Les seules fois où t'as concrétisé, c'était des plans Aïsma. C'est bon, je suis discret, c'est tout. Enchantée, je m'appelle Madeleine. Moi, c'est les pancakes. Très marrant, ça. On l'entend dans la bande-annonce, 3 ans après la mort de son meilleur ami à Nice, alias Hakim Djemili, un trentenaire paumé décide de mettre fin à sa pénurie sexuelle. C'est avec ce projet qu'il aborde Madeleine, alias Laura Felpin, sans pouvoir se douter qu'il va lui arriver un truc inattendu qui s'appelle l'amour. Manon, c'est l'adaptation, L'amour est surcoté, c'est l'adaptation par Mourad Winter de son premier roman. Non, c'est pas son premier roman. Si, c'était aussi son premier roman, son premier long métrage et premier roman, les deux de Mourad Winter. Toi, tu avais lu le roman.
déjà, est-ce que quand on a lu le roman, voilà, le film était à la hauteur? Alors c'est un peu compliqué. Moi, j'en attendais beaucoup de cette adaptation parce que je trouve qu'un auteur adapte lui-même son bouquin, je trouve ça assez intéressant comme démarche. Il y a Becbédé qui l'avait fait avec L'amour dure 3 ans. Emmanuel Carrère l'a fait aussi. Ce que j'allais dire, j'ai l'impression que c'est assez rare. Mais donc j'en attendais beaucoup parce que moi, vraiment, le livre, il m'a fait vraiment hurler de rire à peu près à toutes les lignes. Enfin, c'est vraiment un auteur qui a quand même un sens des punchlines et des métaphores assez incroyables. Et forcément, en fait, le film est beaucoup moins drôle, mais c'est normal, je pense. Enfin, il y a tellement de punchlines dans le livre que si tout ça a été retranscrit dans un film, ça serait genre complètement indigeste. Et puis ça nous demanderait, je pense, une suspension de crédulité un peu trop grande, tu vois, d'avoir. Mais déjà, le livre était difficile à lire à cause de ça. Enfin, il est très très dense. C'est-à-dire que tu lisais 2 pages, tu le posais parce que tu t'es pris tellement de. Tu t'en prends plein la gueule. Donc dans un film, ça aurait été assez insupportable. Donc c'était assez ambitieux d'adapter ça. Et je trouve que ce qu'il fait plutôt intelligemment, c'est que du coup, il angle beaucoup plus le film sur la mort de son ami et le deuil et comment l'amour va pouvoir aussi le réparer de tout ça, qui était, je trouve, un peu moins présent dans le livre. Moi, j'en ai aucun souvenir dans le livre. Ouais, c'était quand même vraiment en filigrane, en dessous, et c'était vraiment la question des meufs, de l'amour et tout ça qui était quand même beaucoup plus présent. Donc je trouve que c'est quand même un pas de côté assez joli. Il y a encore quand même énormément de blagues. Le duo Hakim Djemili et Laura Felpin, il fonctionne super bien. Il y a un ping-pong de blagues très cool. Après, elle est quand même censée jouer une étudiante de 20 ans. On sait tous que Laura Felpin... On a 35. On a 35 et elle est... Quand elle dit qu'elle a 23 ans, j'étais un peu... Voilà, il y a un truc, elle est trop connue maintenant. Enfin, on connaît trop son âge, quoi. Donc, et lui, il est censé avoir 27 dans le livre et il en a aussi 35. Ouais. 30, non, c'est 30 dans le... Si, je crois qu'il a que 30 ans. Ouais, dans le livre, il est censé avoir 27. Beaucoup plus âgé, enfin beaucoup trop âgé pour la maturité de ce héros. Voilà, je sais plus. Je vous laisse. Non, mais petite question peut-être aussi parce que effectivement c'est une vraie comédie romantique. Le film, on en a un peu débattu. Alors Félix, tu reviendras peut-être dessus. On a un peu débattu en off de la caractérisation du héros qui dans le roman et je veux dire et là j'ai relu le pitch du roman est caractérisé comme misogyne, homophobe, raciste. Ils y ont été un peu plus tranquillement dans le. Oui, ils ont été plus tranquillement parce qu'ils ont enlevé tellement de blagues que forcément tout est un peu amoindri. Enfin, même son pote Polo, qui est toujours antisémite et hyper problématique, qui est joué par Benjamin Tranier. Et vraiment, je pense que ce rôle a été, il était fait pour lui. Il est incroyable. Donc, ils ont baissé les curseurs de absolument tout. Donc, sa misogynie aussi, mais quand même, tu sens qu'il a une vision des femmes qui est extrêmement problématique. Mais tout l'humour repose là-dessus. Donc c'est ok, mais moi je trouve qu'on peut quand même le caractériser comme misogyne. Enfin, il a à peu près toutes les tares du monde, quoi. Félix, tu disais, tu faisais une petite moue pour dire que c'était pas une vraie comédie romantique, L'amour est surcoté. Bah, pas complètement, parce que justement on vient c'est le problème, beaucoup s'intéresser à l'histoire effectivement avec son meilleur pote qui est mort, et j'avoue que je pense qu'en filigrane ça passe mieux, sauf si tu te souviens pas du tout de cette histoire dans le roman, mais moi j'aurais aimé que ça soit beaucoup plus en sous-texte parce que ça devient criant, surtout que il y a toute le film commence par ça, quoi. Ouais, puis c'est la voix off qui prend en charge tout ça. Et voilà, parce qu'en fait la voix off, en gros, il est chez le psy, et donc du coup il raconte un petit peu comment il en est arrivé là, et tout ça est hyper lourdingue et psychologisant, et t'as pas besoin de ça pour comprendre en plus ce qui se passe et ce qui se joue, je trouve, avec ce personnage. Et donc ça c'est vraiment dommage, surtout qu'en plus cet ami mort, en fait il n'existe pas vraiment, on le fait exister dans 2 scènes, mais en fait c'est celui qui, je trouve, fait le moins vrai entre guillemets de toute sa bande de potes, parce que tu sens qu'on n'a pas envie trop de le salir. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'assez... Il n'y a pas d'humour dans ce personnage. Non, pas du tout, et ça m'a beaucoup manqué. Et surtout, moi le vrai petit défaut qui fait que j'ai été un petit peu distancié, c'est que Hakim Djemili, je le trouve pas très très bon, en fait, pas très convaincant, surtout par rapport à Laura Felpin qui a un potentiel comique, mais surtout un potentiel dramatique dans ce film-là qui est vraiment hyper, elle a du coffre, et du coup je trouve que lui il se fait vachement manger en fait dans le ping-pong, et même si dès qu'il y a des vannes à la Hakim Djemili, je vais arriver, ça fonctionne, je trouve qu'il y a aussi des vannes très écrites que lui il réussit pas du tout à sortir, et du coup voilà, bon, mais le film reste quand même très rigolo. Moi j'ai bien aimé le côté très corrosif de l'humour, je trouve ça assez stimulant parce que on est rentré un peu, et pourquoi pas dans une comédie cause pas blesser les gens, et là je trouve que vraiment il y a tous les sujets qui y passent, et en vrai j'ai trouvé ça quand même assez stimulant parce que tout ça reste quand même bon enfant, et justement tu sens qu'il y a une espèce il y a une forme d'étude un peu justement de cette espèce de masculinité, de carapace en fait que ces mecs sont créés autour d'eux. C'est des gros tocards, c'est des blaireaux, ils savent pas comment parler. Sur la masculinité en fait. En fait tu vois que ces mecs là ils jouent au gros dur, mais en fait c'est un
peu des merdes, quoi. C'est un peu des mecs bons. Ah oui, complètement. Après, bon, est-ce que c'est bien fait? Non, enfin, je trouve pas ça non plus hyper. Et parce que aussi l'intrigue, c'est. En fait, il y a un vrai sens des situations. Et du coup, il y a des situations qui sont incroyables. Mais pour raconter une histoire, moi, je trouve ça quand même un peu laborieux. Il y a pas mal de moments où ta suspension de crédulité, elle est un peu challengée parce que tu passes, enfin, tout le passage typiquement chez La Belle Famille. Alors, François Damiens, il est incroyable, mais je veux dire, moi, j'y crois pas un seul instant. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il a pas fait forcément les bons choix, des bons passages à adapter dans son bouquin, et notamment cette réunion de famille. Dans le bouquin, c'est extrêmement drôle parce qu'il y a la totale. Mais là, le truc de la belle-mère qui a eu un AVC, du coup, qui est à moitié tordie. Moi, ça m'a fait hurler de rire. Hein. Mais moi, je trouve que c'est pas assez développé. Et je trouve qu'on est à la limite où c'est gênant, quoi. Vraiment. Alors que dans le livre, c'est hyper drôle. Mais bon. Yuri, alors toi, t'étais déjà un peu moins emballé par le livre. Ouais, mais oui, moi, le film, il m'a fait plutôt rire dans le moment où il est censé être drôle. Moi, j'avais un vrai problème avec Hakim Djemili parce que je n'ai aucun. Enfin, je trouve que il porte pas le film. En fait, il arrive pas à faire le. Il arrive pas à jouer le mec endeuillé. Moi, ça marche pas. Et du coup, au début, t'as juste un mec qui il joue Droopy, quoi. Et moi, ça marche pas. Enfin, pour moi, ça m'a pas touché, en fait. Voir un mec qui est triste comme ça, et puis, en effet, et la comparaison avec Laura Felpin, pour lui, elle est difficile parce que elle, en effet, paf, elle arrive en 3 répliques, elle te retourne le truc et elle prend tout l'écran. Et du coup, pour moi, je comprends pas pourquoi c'est le même problème que dans Bref 2 avec Yann Kojandi. Il y a des gros parallèles. Ouais, il y a des gros parallèles entre ces personnages. Déjà, ils habitent dans des appartements aux couleurs similaires. Je ne comprends pas pourquoi dans les films et les séries françaises, les appartements sont tous peints en turquoise. Personne ne peint ses murs en turquoise. Sauf Alban. Et ma mère, mais bref, on va pas en parler. Non, mais dans la plupart des appartements, dans la plupart des appartements, les murs sont blancs. Et je sais pas, moi j'ai eu un vrai problème d'abord d'identification avec le personnage parce que je trouve qu'il n'existe pas, que c'est une espèce de mec qui est là. Encore une fois, on ne s'intéresse jamais à la matérialité de la vie de ce mec. C'est-à-dire que le mec habite à Paris, donc certes visiblement vers Marx Dormois, donc il pourrait se payer un appart, mais d'où il a l'argent, comment il se le paye, il a pas un appartement non plus ridicule, tu vois. Il y a un côté très déréalisé, mais comme Bref 2. Oui. En fait, ils veulent en faire un pseudo taudis, mais c'est absolument pas un taudis. C'est pas un taudis, c'est quand même, je dirais, un 40 mètres carrés, 2 pièces, il y a la place pour une télé, enfin voilà, moi c'est plus grand que chez moi. Et du coup, je trouve qu'il y a un côté où, encore une fois, on dit, ouais, c'est un mec qui a pas de taf, c'est un loser et tout machin. Et dans un livre, ça passe parce que dans le livre, en fait, tu peux faire plein d'ellipses sur la vie quotidienne du mec, tu vas pas raconter comment il va faire ses courses. Mais quand, en plus, tu racontes l'histoire en filigrane de 2 classes sociales complètement différentes qui vont se rencontrer, ça, c'est un sujet qui n'est jamais abordé. Genre, jamais. Donc lui, ses parents, ils habitent aux Olympiades. Je trouve que la réalité matérielle de ses parents est beaucoup plus crédible. C'est-à-dire que l'appartement des Olympiades, tout le mobilier des parents, c'est genre 100% ça, c'est la réalité, c'est exactement ça. Et du coup, en fait, moi, je crois beaucoup plus au couple de ses parents qu'à lui. Parce qu'en fait, je me dis, mais en fait, ce mec, il a 30 ans, comment il gagne sa vie, qu'est-ce qu'il fait, ça n'est jamais abordé. Et du coup, ce manque juste de matérialité, de l'inscrire dans une espèce de décor qui n'est pas simplement un décor de cinéma, mais un décor qui renseigne sur le personnage. Renseigne sur le personnage, même si on veut parler de sociologie, de quelles sont ses habitudes, ça n'existe pas. Et du coup là, il est défini uniquement par un axe qui est ouin, mon meilleur ami, il est mort. En fait, au bout d'un moment, ça me suffit pas pour faire un personnage, ça suffit pas pour créer de l'empathie, pour créer aussi des ressorts comiques qui soient pas de l'ordre de juste de Gollery, le pote il est raciste. Oui, c'est marrant, évidemment, ça fait rire, mais du coup ça clash avec le côté émotion du film qui, moi, n'a jamais réussi à se marier avec la comédie. Et du coup, en effet, quand c'est drôle, c'est plutôt marrant. En effet, les situations sont cool, mais j'ai jamais réussi à accrocher à tout le cœur, en fait, de ce qu'il a voulu raconter, parce que j'ai l'impression qu'il a voulu en faire des caisses sur son pote mort, et c'est pas ça qui m'intéresse, quoi. En fait, c'était peut-être pas du tout un livre adaptable. Enfin, c'était peut-être pas une super. Ou alors, en fait, je pense que la meilleure adaptation, ça aurait été Bref. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, comme il y a un monologue intérieur et que le mec il arrête pas de parler et qu'il y a un débit comme ça, en fait, Bref le fait déjà et mieux, je pense. Ouais, parce que même en termes de mise en scène, il y a très peu de comiques de visuels, en fait. Ouais. Je trouve qu'il y a un petit problème d'ailleurs de mise en scène sur enfin, je sais pas si c'est la caractérisation des espaces, mais t'as plein d'espaces qui se ressemblent, enfin, qui sont éclairés pareil, qui sont. Je trouve qu'il y a une gestion des espaces. Ça fait très film même Instagram, je trouve, dans la colorimétrie, dans les espèces de néons que t'as en fond. Ouais, il y a un côté très lisse où genre c'est beau entre guillemets objectivement, mais juste, enfin en fait ça, c'est ce que ça rejoint ce que tu dis. Il y a pas de matière vraiment sur laquelle tu peux t'accrocher et pour créer un film du coup qui te fait rire ou pleurer ou machin quoi. Alors qu'est-ce que vous sauvez, une partie de la comédie, Laura Felpin, est-ce que ça reste plutôt quand même drôle, le casting, il y a quand même plein de vannes super drôles. Les gamins ils sont super. Les gamins sont super. Et ils ressemblent vachement bien aux acteurs adultes. Donc ça te fera plaisir, Elisabeth. Pour moi tu sais que c'est hyper important. Donc on le recommande quand même.
Enfin, je trouve qu'en termes de comédie non, parce que française, je sais qu'on a parlé du fait que c'était à l'Alpe d'Huez, etc. C'était annoncé comme le renouveau de la comédie française. Un peu quand même, dans la tonalité, dans l'ambition. En fait, si ça remplace toutes les bouses avec Christian Clavier, je suis pour en fait. C'est-à-dire que si c'est ça le nouveau Christian Clavier. Non, mais en fait, parce que moi j'ai beaucoup plus l'impression de voir une comédie qui parle du pays dans lequel je vis que où sont passés les racistes 4 quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu pour moi, c'est vraiment déjà il y a un peu plus de ça dans ce film-là et quitte à ce que on fasse des comédies comme ça, 100%. Oui, juste en effet, peut-être en fait un peu moins sur le mélo quoi. Faites des films drôles et assumés de l'être. Eh bien écoutez, voilà, vous êtes prévenus, on va changer radicalement de ton pour s'intéresser à La Chambre de Mariana, le nouveau film d'Emmanuel Finkiel. Привет, Hugo. Ja, Mariana. Mach dir keine Sorgen. Hier wird's dir gut gehen. Mama liebt dich mehr als alles auf der Welt. Ніхто не буде знати, що ти тут. Ні, відійди від вікна. Якщо запитають, чи ти? On est en Ukraine en 1943 et le petit Hugo, qui a 12 ans, est confié par sa mère qui veut le sauver de la déportation à son amie d'enfance Mariana, une prostituée qui vit dans une maison close à la sortie de la ville. Cachée dans le placard de la chambre de Mariana, Hugo, toute son existence est suspendue au bruit qui l'entoure et aux scènes qu'il devine à travers la cloison. On va peut-être commencer, Valentin, par dire que c'est une adaptation du livre La Chambre de Mariana d'Aaron Appelfeld. Que je connaissais pas. Que tu ne connaissais pas. Et que j'ai pas lu. Donc. Alban, je trouve ça important qu'effectivement t'aies mentionné en off, tu t'as dit mais je pensais que c'était un film français alors qu'effectivement ce n'est pas en français. Alors c'est réalisé par Emmanuel Finkiel qui est français, c'est une coproduction entre la France, la Belgique, la Hongrie, Israël et le Portugal et c'est censé se passer en Ukraine, d'où le fait que Mélanie Thierry... A priori. Parle ukrainien quand même. Dans la bande-annonce. Elle parle tout le film. T'as l'oreille un peu plus faite pour ça que nous, Yuri. Est-ce qu'elle parle correctement, ukrainien ? Moi, ça m'a choqué quand j'ai entendu la bande-annonce. C'est-à-dire qu'en fait, je n'entends pas d'accent. Je ne sais pas comment c'est fait. Elle a vraiment appris l'ukrainien pour le rôle. Mais donc potentiellement doublé avec de l'IA qui vient repasser derrière, je sais comme pas. Brutalis mais avec de l'IA, on sait pas. En tout cas, elle le parle. C'est la promotion qui est faite autour du film, vraiment est vendue comme elle a fait ce travail-là. Ils ont pas parlé d'IA. Bon, peut-être qu'il y a des trucs cachés qu'on ne sait pas, mais en tout cas, elle dit avoir vraiment appris la langue pour le film. Et effectivement, c'est assez remarquable, même si je parle pas ukrainien, mais je ne vois pas de. En tout cas, dans le film, ouais. Valentin Emmanuel Finkiel, c'est un réalisateur que t'aimes plutôt bien. J'avais beaucoup aimé Je ne suis pas un salaud, qui était il y a une dizaine d'années, je pense maintenant, avec Nicolas Duvauchel, qui était un film assez dur déjà, sur une thématique un peu compliquée, et avec une espèce d'intensité dans la direction d'acteur. Enfin, Duvauchel était vraiment abrasif, il y avait vraiment une espèce de prestation comme ça très forte, et c'est un peu la même tonalité quand même sur ce film, c'est-à-dire que c'est un film qui vraiment s'appuie beaucoup sur Mélanie Thierry et sur la performance du jeune garçon dont j'ai croqué le nom, le Hugo, le personnage, mais le comédien, alors là si tu me demandes de prononcer le nom, je vais l'écorcher, mais je vais quand même essayer de te le retrouver. Ils sont tous les deux incroyables et extrêmement bien dirigés, donc c'est la force, je pense que c'est la force principale du film, c'est-à-dire qu'on commence à y croire vraiment grâce à ça, parce que par ailleurs c'est très un peu rocambolesque quand même ce qui se passe, et puis après le film je trouve il est assez impressionnant visuellement. En fait je l'ai vu il y a peu de temps, donc j'aurais bien aimé, c'est un film je pense que j'aurais bien aimé pouvoir laisser décanter, et là j'ai du coup pas tout à fait le recul, donc je pense que je vais aussi voir ce que les autres autour de la table ont à en dire, mais je trouve que c'est un film qui est vraiment impressionnant dans sa manière de gérer les ellipses, les retours en arrière. Il y a beaucoup de, en fait on se balade beaucoup dans la psyché de ce gosse, dans ses souvenirs avec ses parents, dans ses projections, dans ses fantasmes, et du coup je trouve que c'est très impressionnant parce qu'il arrive vraiment à gérer ça de manière assez poétique, pour tout ce que ça peut dire, ce terme un peu vague, mais du coup on n'est jamais perdu, et je trouve que le film se termine vraiment de manière très très éthérée, en même temps très très dure. Enfin, c'est une bonne manière je trouve de traiter ce sujet qui est plombant, mais il s'en sort vraiment par le haut quoi, et par le lyrisme, et c'est assez chouette. Et alors le comédien qui interprète Hugo, c'est Artem Kirik. Ouais. Roman, est-ce que tu partages l'avis de Valentin ? Oui, je pense que je suis un peu plus emmerdée que lui pour faire la critique du film, parce que en fait j'ai commencé la première heure du film en me disant que c'était assez prodigieux et génial, et j'ai terminé le film dans un profond malaise et ennui, donc je pense qu'il y a déjà un truc, un rythme quoi, qui se tient pas, une promesse qui se tient pas tout le long du film, et moi la fin m'a profondément gênée en fait, de manière on parlera peut-être un peu plus d'une scène en particulier, mais et on va pas spoiler la fin.
Non, mais de toute façon, c'est pas ça qui m'a gêné. Pour le coup, je vais sans spoiler vraiment ce qui se passe en termes de narration. C'est plus une scène que j'ai trouvée un peu étrange. Et puis aussi juste un rythme qui ne se tient plus, une promesse qui se tient plus. En fait, je trouve que on a vu tellement de films sur cette période qu'il faut quand même être assez original pour avoir quelque chose de nouveau à dire. Là, en l'occurrence, ça se passe en Ukraine, donc il y a quand même un axe intéressant. La Maison Close, c'est un nouvel angle aussi qui est hyper intéressant. Et encore une fois, sur le papier, et même cette première heure, je trouve que ça fonctionne très bien. C'est très maîtrisé, c'est très envoûtant, en fait, parce que tu dis, Valentin, il y a vraiment du lyrisme dans le film, et c'est quelqu'un qui sait vraiment tenir sa caméra. Donc la réalisation, moi, j'ai été complètement embarquée là-dedans. Malgré ça, je trouve que vraiment le film finit par retomber dans une forme de classicisme à la fin, en tout cas, je ne sais plus, quand je suis... Tu vois, moi, j'ai eu le temps un tout petit peu plus de le décanter, ça fait une petite semaine que je l'ai vu. Je trouve que je le décante mal, en fait, parce que je trouve que le film n'a finalement pas grand-chose à raconter. Et en fait, quand je ressors de là, à part la grande histoire avec un grand H, je ne sais pas ce que le film a voulu me dire. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage, malgré effectivement des performances qui sont assez folles. Enfin, effectivement, Mélanie Thierry, on dirait une autre actrice. Enfin, bon, la langue, évidemment, fait ça, mais je pense que toute sa performance fait que vraiment j'avais l'impression de voir quelqu'un d'autre et de découvrir à nouveau cette actrice. Ouais, mais je pense qu'effectivement il y a une sorte de formalisme en fait dans le film, enfin d'intention formelle qui est très forte. Bah déjà rien que par le cadre, c'est-à-dire que bon, c'est quand même un cadre carré, il faut le préciser, du coup ça écrase quand même beaucoup de choses, ça relie beaucoup, on est obligé de relire l'espace différemment. Il me semble que c'est déjà le cas de La Douleur qui était aussi tourné dans ce format-là. C'est pas impossible, mais j'ai pas vu La Douleur pour le coup. Bon, mais Imen confirme off. Voilà. Elle hoche la tête. Et du coup ça invite vraiment à quelque chose de différent, enfin en termes de réception ça change quand même la manière de voir les choses. Et puis effectivement la première heure du film elle est quasiment exclusivement au huis clos, en tout cas sur 2 pièces, et donc il joue beaucoup avec effectivement filmé depuis le réduit dans lequel le gamin est caché, filmé dans la chambre, essayer de faire communiquer les 2 espaces. Donc en fait je pense qu'en termes de mise en scène et d'intention formelle, il y a beaucoup plus de richesse dans cette première heure, là où je suis d'accord avec toi, quand ils ouvrent la porte et que du coup même la promesse du film, c'est-à-dire qu'au départ le film annonce la chambre et en fait on sort de la chambre, là il a peut-être moins de choses à raconter d'un point de vue visuel. Après moi je trouve que en fait ce qui m'a touché, c'est qu'effectivement je pense que d'un point de vue d'écriture, la caractérisation de ces 2 personnages, il n'y a rien d'extraordinairement complexe, c'est-à-dire qu'il a une espèce d'intention très premier degré de raconter justement la grande histoire, comme tu dis, et le côté on va s'approprier l'histoire de 2 personnages qui sont ballottés par les vagues de l'histoire, quoi. Et il est moins attaché à essayer de les caractériser dans quelque chose de très original et de très individuel. Je pense qu'il est plus intéressé par une espèce de, encore une fois, d'allégorie presque. Et du coup, je pense que ça m'a touché. Et ça peut ou non toucher. Moi, ça a marché pour moi, parce que ça m'a rappelé effectivement des cinéastes et des cinéphilies qui m'intéressent, je pense. Et typiquement, la représentation dans le cinéma soviétique, typiquement de la guerre, par exemple, chez Klimov, ce genre de choses. Je trouve que le film se réclame quand même beaucoup de ça, et ça m'a un peu parlé, quoi. Oui, complètement. C'est vrai que c'est aussi le parti pris du film, c'est aussi de faire tout du point de vue de l'enfant. Enfin, vraiment, tout se fait. Quand Mélanie Thierry n'est pas là, on la voit. Enfin, elle disparaît, qu'elle part. En tout cas, quelques jours, on est vraiment avec lui dans une armoire. Il a pas de dialogue parce qu'il est vraiment tout seul. Donc il y a quelque chose, un challenge quand même qui est assez, encore une fois, qui est assez bien maîtrisé. En tout cas, au début, je trouve que c'est très bien fait. Il y a notamment, peut-être pour parler un peu de la mise en scène, une scène moi que j'ai trouvé vraiment marquante. Je pense que je vais m'en souvenir assez longtemps quand même, sans essayer de trop spoiler. Mais c'est une scène où, pour montrer un peu qu'on est vraiment dans son point de vue, où le personnage de Mélanie Thierry lui arrive un peu, on va dire, quelque chose dans sa chambre, et donc elle fait un peu tout un boucan, elle arrive à s'en sortir, on va dire que c'est une scène un peu drama, et donc toutes les autres travailleuses du sexe débarquent dans sa chambre, sauf que lui, du coup, le môme qui était avec Mélanie Thierry à ce moment-là se cache sous le lit, et en fait tu vois cette scène donc sous le lit avec lui, donc tu vois tous les pieds en fait de les travailleuses du sexe qui débarquent, et c'est absolument, enfin c'est très très émouvant, je trouve, cette scène, alors que tu vois personne, et pour autant t'es quand même très ému, et c'est là où tu te dis bon, ok, en termes de réalisation, il y a quand même quelque chose qui traverse le film, qui est assez effectivement lyrique, et d'une manière pour autant très sincère. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de, c'est pas artificiel du tout. Non, il est pas surprenant du tout. Ouais. Non. Maintenant, je trouve que cette espèce de point de vue du personnage, moi, il me pose problème quand même à un certain
un certain point parce que c'est un personnage, encore une fois, qui subit quasiment tout ce qui lui arrive, en tout cas pour vraiment une bonne partie du film, quitte à ce qu'on ait vraiment envie que Mélanie Thierry soit de tous les plans, parce que dès qu'elle apparaît, il y a de la vie qui apparaît et tout d'un coup, tu as envie que vraiment elle soit là dans tout le film. Et il y a une espèce de trajectoire sur ce personnage que je trouve assez bancale, c'est-à-dire que tout d'un coup, le personnage qui était vraiment mutique, mignon, discret, devient hyper colérique et actif. Et moi, je trouve que je n'y crois plus du tout. C'est-à-dire qu'il y a un truc où tout d'un coup, la trajectoire est tellement brutale du jour au lendemain. J'ai peut-être pas compris l'ellipse qui a eu lieu à ce moment-là, mais en fait, en tout cas, il y a quelque chose qui, je trouve, ne passe pas. Moi, ça me le rend très antipathique à ce moment-là, et ça fait que tout le reste du film, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu du mal à suivre la fin, mais je n'avais plus du tout envie de le suivre. J'avais envie de retrouver Mélanie Thierry, comme lui, par ailleurs, et de quitter ce personnage parce que je trouve que l'écriture de sa trajectoire est en fait pas si claire que ça. Mais je pense qu'il y a un peu un truc bizarre aussi avec le fait d'essayer de vouloir faire vieillir l'acteur, oui, en fait, et en fait sûr. il vieillit pas tellement, et il se passe quand même 3-4 ans, et en plus 3-4 années clés, puisque à l'échelle en plus entre 12 et c'est ça. 16, et il prend clairement, sans spoiler quoi que ce soit, il prend clairement en charge l'idée de raconter l'éveil de son désir à lui. Ouais. Donc c'est un peu, je pense que c'est étrange, et ça ils font ça par les cheveux, et voilà, c'est ça. Elle lui coupe les cheveux plusieurs fois, effectivement. Voilà. Et peut-être que c'est ça aussi qui crée une sorte de gêne. Et peut-être du coup, pour finir quand même, moi j'ai vraiment besoin d'exprimer genre une espèce de gêne que j'ai eue sur cette scène, parce que tu parles d'éveil du désir de ce gamin. Je trouve qu'il y a une scène vraiment très très chelou, moi, qui a fait virer le film, où je n'arrive pas à décanter cette scène, parce que je ne comprends pas ce qu'on a essayé de me dire, ni d'ailleurs ce qui a été filmé. Je ne comprends pas c'est quoi cette scène, où voilà, globalement on a donc ce môme et Mélanie Thierry qui dorment ensemble à un moment dans le foin, on va dire, dans une espèce de ferme. Je ne comprends pas ce qui se passe sur cette scène, et je ne suis pas sûre d'avoir envie de comprendre, parce que la manière dont c'est filmé en fait, et d'ailleurs les dialogues qui accompagnent cette scène sont tellement ambigus, d'une manière où en fait pour moi tu as laissé ça au montage, tu as envie que les spectateurs aient un doute sur ce qui se passe, et dans ce cas vraiment ça change tout le film en fait. Tout d'un coup je ne sais plus ce qu'on me raconte. Moi, j'ai pas trop de doute, je crois. Oui, en fait, moi non plus, malheureusement, j'ai envie d'en avoir, parce que j'ai envie d'être. Il y a une part de naïveté en moi où je me dis, c'est pas possible qu'il ait. Pourquoi il aurait fait ça tout d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on me raconte? Et en plus, vraiment, il y a un truc où tout d'un coup, ça me change. C'est pour ça que j'ai eu du mal, c'est que ça me change toute l'heure que j'ai appréciée en fait du film au départ, parce que je la vois sous un angle totalement différent. Ça rend le film vachement plus cruel. Ouais. Bien sûr. Ouais. Voilà, bon, du coup, pour finir là-dessus, quand même, peut-être de préciser cette scène, parce que je trouve qu'il y a un truc où tout d'un coup, si je l'enlève, je pense que j'arrive à apprécier le film, si elle est là, et en fait elle est là, et si c'est ce que je comprends, je trouve le film soudain un peu problématique. Bon, écoutez, on va laisser peut-être la liberté à nos auditeurs d'aller découvrir le film et de se faire un avis pour voir s'ils vont jusqu'au bout, ou si, comme toi, ils s'arrêtent en chemin. Ils sortent avant la fin. On va utiliser ce film pour en fait ouvrir notre focus. Petit jingle. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Donc on l'a dit en parlant de la chambre de Mariana, que le personnage interprété par Mélanie Thierry est donc travailleuse du sexe, et on s'est posé la question donc d'un focus qui parlerait de la représentation de la prostitution au cinéma, parce que ce métier qui est le plus vieux métier du monde est aussi un métier qui a une place immense en fait sur le petit et le grand écran, surtout le grand écran. Alban, peut-être que tu vas commencer par nous donner une ligne d'horizon. Ouais, dresser une sorte de tout petit panorama, parce que le sujet de la prostitution au cinéma, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, mais qui en fait est quand même pourtant assez bien balisé. Il y a énormément à la fois d'articles ou d'ouvrages universitaires, mais aussi beaucoup de presse. On a un épisode de Blow Up dont on a parlé pour préparer ce focus, un article du Monde, moi, qui m'a beaucoup aidé aussi, d'Isabelle Régnier. Enfin voilà, c'est quand même des sujets qui sont quand même beaucoup traversés, en tout cas beaucoup éclairés. Au cinéma, et comme dans les autres arts, et ce depuis la nuit des temps, la figure de la prostituée au féminin, pour commencer, a toujours été une figure vectrice d'antagonisme. En tout cas, il y a toujours une sorte de dualisme sur ce personnage-là. C'est à la fois quelqu'un qui a un pouvoir assez fort, un pouvoir de séduction, mais en même temps qui est assez victime en fait de ce qui lui arrive. Et ça va jouer sur les trajectoires à la fois des personnages et sur l'enjeu scénaristique des films. Il y a aussi, dans différents films,
mettent en scène la prostitution ou des prostituées une forme de marginalité qui est toujours revendiquée, en tout cas une forme de volonté d'émancipation, une volonté de liberté à travers les personnages qui sont mis en scène. En revanche, il y a un trait presque toujours associé au personnage de la prostituée, c'est son grand cœur. La plupart du temps, on met en scène des prostituées qui ont un grand cœur et qui sont là pour recueillir, si j'ose dire, le désespoir des hommes qui sont mis en scène dans le film. Lorsque je parlais de dialectique tout à l'heure et d'antagonisme, il y a cette idée d'émancipation, mais surtout dans les films les plus anciens, on peut citer Pretty Woman, mais on peut citer Marguerite de Greta Garbo dans le roman de Marguerite Gauthier de Cukor en 1936. Et avant cela, on peut aussi citer le personnage incarné par Louise Brooke dans Loulou, ou le journal d'une fille perdue en français de Pabst en 1929. Et c'est des personnages assez forts qui ont inspiré ensuite des générations de cinéastes, notamment Godard, notamment Téchiné après. Et vraiment, c'est des Fassbinder aussi. Fassbinder, effectivement. En fait, c'est des personnages de prostituées qu'on revoit tout au long de l'histoire du cinéma et qui souvent sont caractérisés de la même manière, mais qui vont servir une autre idée ou une autre histoire du cinéma. Avançant en France, toujours dans le muet, on a énormément de films qui mettent en scène des prostituées, dont le sujet même est la prostitution. Je pense notamment à des réalisateurs comme Renoir, qui sont emparés du sujet avec un film comme Nana en 26, dont le personnage éponyme était interprété par Catherine Essling, ou encore plus tard avec La Chienne en 1931. Puis un film de Julien Duvivier avec Viviane Romance, qui est une actrice un petit peu connue justement pour interpréter des rôles à la fois de prostituées, mais des rôles un petit peu de personnages un petit peu ambivalents comme ça, qui a un peu fait carrière en fait là-dessus dans les années 20-30, qui est une actrice un peu culte de cette époque-là, notamment à travers un film qui s'appelait La Maison du Maltais de Pierre Chenal en 1938. Et on va avoir plusieurs ensuite, plus l'histoire du cinéma va avancer, plus on va avoir des personnages de prostituées qui sont sensiblement différentes. On va avoir aussi Marlène Dietrich dans le film de Von Sternberg, Agent X27. On va avoir Casque d'or de Jacques Becker, etc. Et plus on va avancer, plus le rôle de la prostituée va être moins un rôle dramatique, avec une trajectoire qui finit forcément par un drame ou par la mort. On va essayer d'inverser un petit peu ce rôle-là, et je trouve que ça vient aussi avec une forme de renouvellement des valeurs et des mœurs. On avait, avant la Seconde Guerre mondiale en tout cas, même si on était attaché au personnage et qu'on essayait de monter des trajectoires d'émancipation, on restait quand même dans une morale assez on va dire, figée, c'est-à-dire quelqu'un qui, forcément, ça donne à des choses peu recommandables, finit toujours dans un drame, peu importe si c'est quelqu'un de bien ou pas. Et on va changer un petit peu ça, et on va se diriger vers des personnages un petit peu plus atypiques, où on va décrire aussi une forme de réalité ou de critique sociale à travers ces films-là. Je pense notamment à des films italien. Je pense à un film, le tout premier long métrage de Pasolini, qui s'appelle Acatone, qui va mettre en scène aussi une prostituée et tout un milieu en fait de petits voyous, bandits italiens. On va ensuite avoir des films, je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, mais aussi des films qui vont traiter qui vont avoir une forme de satire sociale et de critique de ce qu'ils essaient de dépeindre dans le milieu, même dans les films hollywoodiens plus tardifs comme Taxi Driver avec le personnage de Jodie Foster, ou Gangs of New York, ou La Porte du Paradis avec le personnage de Isabelle Huppert de Michel Cimino. On va avoir vraiment des personnages qui incarnent une forme de réalité sociale assez précise. Et ensuite, bien sûr, je crois que Imen va en parler, j'ai mis de côté volontairement tout le cinéma japonais sur les films de geisha aussi notamment, mais les films de Mizoguchi, qui ne sont pas d'ailleurs que des films de geisha, mais qui traite aussi de la prostitution d'une manière vraiment différente de ce qui peut se faire dans le cinéma à la fois américain ou dans le cinéma européen. Et ensuite, on va avoir des films beaucoup plus tardifs. Je pense notamment à un film culte, donc Jeanne d'Imal, forcément de Chantal Akerman, qui vont prendre en fait un côté d'une forme de critique, de satire de la bourgeoisie, une critique sociale, mais avec un angle un petit peu plus différent que je comparerais, sans vraiment trop le comparer, mais à ce que proposait Buñuel, par exemple, avec Belle de jour, ou avec des films qui traitent en fait d'une forme de critique un peu plus de la pulsion bourgeoise, on va dire ça, et je pense que c'est sensiblement différent qu'une critique, une satire sociale que peut faire Pasolini. On peut le comparer par exemple au film très récent d'Alain Guiraudy, Viens je t'emmène, avec Milovski, qui pouvait être un petit peu dans cette veine-là, et aussi toute une veine dont on va peut-être aussi un petit peu parler de la prostitution masculine, qui change complètement, qui inverse complètement les codes, et justement où le rôle de pouvoir va être inversé, ce qui donne des films quand même relativement intéressants, notamment le film Mes rendez-vous avec Léo dont on avait parlé ici, qui
était un film qui m'avait beaucoup plu, ou La vanité de Lionel Baïr, et tous ces films-là, et je mets bien sûr de côté Mysterious Skin de Greg Araki, parce que c'est un film aussi qui traite des traumas profonds qu'on peut avoir, et qui est, je trouve, un film d'une beauté complètement époustouflante. Mais voilà, il y a énormément de films sur la prostitution, et je trouve que plus on avance, plus on a des sujets, des réalisateurs ou des réalisatrices qui vont s'emparer de ce sujet de manière différente. Et voilà, je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes à dire sur ça. Et tu sais, jusqu'à Anora, la dernière Palme d'Or de Sean Baker. Jusqu'à Anora, il y en a plein d'autres. On peut parler de Pretty Woman ou Oui, bien sûr. Je pense qu'on va parler de tous ces films. Mais oui, c'est vrai, Anora, bien sûr. Anora de cette année, Palme d'Or de 2024. Manon, effectivement, donc ces figures de prostituées, elles traversent complètement l'histoire du cinéma, et c'est parce qu'elles créent une forme de fascination. Ouais, j'ai essayé un peu de comprendre pourquoi, mais en fait, beaucoup de mes arguments rejoignent ce qu'Alban a déjà un peu énoncé. Dans l'article du Monde qu'on a tous les deux lu, je trouvais qu'elle avait une phrase qui était intéressante. La journaliste, elle disait « L'Amérique a été construite par des gangsters et des prostituées ». Enfin, non, je crois qu'elle écrit des putes d'ailleurs, mais... Et c'est intéressant parce que du coup, forcément, le cinéma américain, il s'est beaucoup emparé de ces personnages-là, parfois même ensemble. Tu parlais de Taxi Driver, de Gangs of New York. Et c'est vraiment donc une figure... universelle, dont les cinéastes presque du monde entier se sont emparés. Il y a au Japon effectivement une grande tradition de films sur la prostitution. En France, on en a aussi beaucoup. Même au Maroc, ils ont eu Much Love. Enfin bref. De Nabil Ayouch. Mais c'est parce que c'est aussi une grande figure littéraire, la figure de la générale. Oui. Donc par conséquent, forcément, les récits que tu trouves dans la littérature se retrouvent adaptés déjà d'abord dans le cinéma des origines, on va dire, puis ensuite jusqu'à dans la peinture, Oui, ce que tu disais, pictural. Et que la prostitution, elle soit professionnelle ou parfois elle est juste, on la met en scène elle est mise en scène de façon occasionnelle dans certains films. Elle a toujours fasciné le cinéma et elle a un gros potentiel cinématographique en elle. Je pense déjà, tu l'as un peu dit Alban, mais c'est parce que ça permet, ça a inspiré de très nombreux personnages féminins, un peu moins masculins, assez différents. Et la figure de la prostituée, elle peut incarner en fait plein d'archétypes entre guillemets. Il y a eu beaucoup la prostituée au grand cœur versus la junkie. Qui est, voilà, des figures qui ont été éculées dans le cinéma, mais ça peut être plein d'autres choses. Et la prostituée bourgeoise occasionnelle, effectivement, qui est un véritable personnage. Enfin voilà, je pense à Belle de Jour, mais Jeune et Jolie d'Ozon. Ouais. Mais en fait, on peut y apposer plein d'autres genres d'héroïnes. Ça peut être des héroïnes tragiques qui aspirent à la liberté. Ça peut être aussi des symboles d'innocence un peu bafoués. Je pense à Taxi Driver. Ou bien des figures très populaires, du peuple, qui sont libres et qui sont indépendantes. Enfin bref, ça peut être plein de personnages très hauts en couleur. Et je pense aussi, comme disait Alban, c'est des personnages sur lesquels on peut apposer en fait plein de thématiques sociales et sociétales assez intéressantes. Et plein d'histoires et plein d'idées qui peuvent être aussi un peu contradictoires. On peut aussi parler d'amour via la prostitution, mais c'est forcément souvent des amours contrariés, donc forcément plus cinématographiques, comme Pretty Woman, comme Anora. On peut parler de rapports de pouvoir, de domination. Ça peut être un prétexte effectivement à la critique sociale aussi et politique, à la condition de la femme, à la société capitaliste, vraiment ou même ça peut être des personnages qui ont choisi ce mode de vie aussi pour être un peu en rupture. Beaucoup dans le cinéma d'Almodovar, on voit ce genre de personnages. Et aussi, je pense que ça fascine beaucoup les cinéastes, parce que quand on filme la prostitution, on filme des mondes qui sont interlopes, qui sont sulfureux, qui sont aussi indissociables de la nuit, parfois aussi un peu du crime. Ça peut être des mondes d'ailleurs complètement fantasmés par les cinéastes. Et comme on parle de personnages qui sont à la marge, c'est aussi il y a du secret, il y a de la dissimulation, il y a des vies parfois qui peuvent être doubles, et donc tout ça est très intéressant pour le cinéma. Et ça donne aussi souvent des récits de rise and fall et des descentes aux enfers. On pense à Christiane F. C'est ça, j'ai pensé sur moi, Christiane F, 17 ans, machin, etc. Ouais, c'est ça. C'est pas 17 ans. 13 ans. Ouais, prostituée. Ouais. Et donc voilà, ce genre de récit que le cinéma aime bien. Souvent, c'est des personnages qui ont quitté leur ville et puis leur contrée, et puis qui viennent en ville pour essayer de réussir, et puis ça se passe pas comme prévu. Et comme je disais, vu que c'est un monde qui est assez indissociable du monde urbain et du monde de la ville, ça fait qu'on peut aussi les filmer dans une multitude d'endroits différents. On peut les filmer dans des rues, dans des quartiers très différents, dans des maisons closes. Donc là, ça donne des huis clos, dans des hôtels, des bois, des parkings, tout ça. Donc si on ajoute à tout ça le potentiel aussi forcément subversif de par le sujet, on va pouvoir filmer du sexe ou pas, d'ailleurs on peut juste le suggérer. On peut aussi filmer de la violence, parce que c'est un peu aussi inhérent à ce monde-là. Voilà, on comprend pourquoi c'est une figure qui a passionné
des cinéastes. Mais du coup, est-ce que, j'ai une question pour vous, est-ce qu'on peut pas aussi le lier à une forme de, vu que quand même beaucoup de gens qui ont fait des films sont des hommes, c'est ça, ce que je veux dire. Ah bah voilà. Que, Et ben je voilà. pense que Valentin va rebondir là-dessus. C'est ce que j'essayais d'amorcer avec le totalement. J'ai pas de théorie sur la question, mais effectivement, je pense que c'est l'éléphant dans la pièce, c'est que c'est des personnages qui permettent de représenter la sexualité et a fortiori une sexualité féminine et fantasmée par des réalisateurs. Fantasmée totalement, et des personnages féminins dociles sexuellement aussi, donc en tout cas. Ou alors fantasmés comme étant plus, enfin tu as un truc un peu. Voilà, ou alors que Ozon, oui c'est Ozon. Dans Jeune et Jolie, il a en promo, il disait oui, toutes les femmes ont ce fantasme de prostitution. C'est un horrible film. Mais le film est horrible, mais du coup je pense que ça projette effectivement. Mais Imani reviendra à sa carte blanche, mais j'allais dire, même dans ce cas-là, plus récemment, pour Things, enfin Pauvre créature, où il y a eu tout un débat autour du fait que le personnage a une série d'éveil intellectuel, etc. Et son éveil sexuel se passe dans une maison close. Et effectivement, c'est quelque chose qui a fait beaucoup débat, en tout cas, je me rappelle d'ailleurs entre nous, sur est-ce que c'est la meilleure manière de représenter l'éveil sexuel d'une femme, de toujours se dire que on passe par cette espèce d'étape de maison close qui va raconter son rapport aux hommes, etc. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je pense que c'est hyper cinématographique de montrer, pas montrer. En fait, c'est le truc un peu classique. Et là, en l'occurrence, c'est hyper aguicheur pour un public et pour le réalisateur qui généralement produit le film. Donc, je pense que c'est pour ça que cette figure-là est omniprésente. Et puis, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que vous avez parlé pas mal du fait que, effectivement, c'est des figures qui sont dans des milieux interlopes. Donc, ça permet de représenter d'autres choses aussi transgressives. Et donc, là encore, de créer du spectacle et de l'intérêt. Mais par exemple, pour prendre le cas d'Anora, je trouve qu'Anora réussissait un truc intéressant. C'était vraiment d'inscrire la figure de l'escorte, en l'occurrence, dans une espèce de représentation fantasmée d'une réussite capitalistique. Il était vraiment dans son espèce d'American Dream dont elle n'était qu'une partie, entre guillemets, une partie importante, une partie presque déclencheuse, parce qu'il fait tout à partir du fait qu'elle est d'accord pour venir avec lui. Mais je trouve que c'était intéressant parce qu'en fait, ça laissait aboutir cette tendance au fait où je trouve que le personnage de la prostituée arrive en fait amène avec elle un certain nombre de normes esthétiques, un certain nombre d'intérêts, de transgressions, et elle est prétexte en fait pour les amener et pour les représenter. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un personnage intéressant dans l'histoire du cinéma, parce qu'il a permis d'amener un certain nombre de choses à l'écran, dont des dominations, pour certains films, des dominations économiques. Et c'est là où on rejoint la question de la critique sociale, pour le coup, qui est extrêmement importante. Et je pense qu'il est central en fait dans la représentation, parce que nombre de réalisateurs ont voulu soit sauver les personnages des prostituées alors qu'on leur avait globalement rien demandé, soit les condamner soit les condamner parce que transgressives. Et en fait on est tout le temps dans ces deux polarités en fait. Mais du coup, est-ce qu'on n'assiste pas aussi à une forme de réappropriation de ce truc là, parce qu'il y a une forme de, justement, Anora jure un peu avec ça, se détache complètement de ce côté justement très moralisateur de la prostitution et des travailleurs du sexe en général, de dire en fait c'est un travail qui s'inscrit dans une forme d'économie, comme tu l'as dit, dans une forme aussi d'illusion de réussite sociale par l'argent, par la voilà. Mais d'ailleurs, Imen, toi tu vas nous parler donc de la pluralité sociale à la fois des figures qui sont interprétées. C'est peut-être une question qu'on peut se poser. Moi je sais que je suis très facilement gênée au cinéma quand je vois une femme qui se prostitue par plaisir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réussir à me l'expliquer, et que ce soit, alors Belle de jour c'est encore un cas à part, mais typiquement un Jeune et Jolie, moi c'est vrai que c'est un parti pris de base qui me questionne, de me dire pourquoi on va s'intéresser à cette jeune fille de 16 ans qui se prostitue par plaisir, alors qu'en plus on va la voir quand même rencontrer une série de choses. On le justifie en disant que c'est pour payer ses études, mais elle vient d'un milieu. Non, mais elle vient d'un milieu. Non. Elle garde son argent, elle ne le dépense pas. C'est ça, elle ne le dépense pas. C'est vraiment purement. Donc c'est très très questionnant. En fait, moi c'est vrai que c'est ce que je me disais aussi, c'est que j'ai l'impression que quand on montre un peu la femme bourgeoise qui se prostitue, c'est souvent de l'ennui, et ce qui fait qu'en fait l'enjeu quasiment narratif du film, c'est pourquoi est-ce qu'elle se prostitue. Et donc ça fait que souvent on nous raconte en fait rien d'autre que d'essayer de percer cette espèce de mystère de où est la nécessité et donc où est la faille. Et dans Jeune et Jolie, on nous justifie de manière complètement bateau de le père est absent et elle a un peu envie de choquer sa mère, et c'est tout. Alors que et elle chante pas des chansons aussi dans Jeune et Jolie? Non, il y a juste Françoise Hardy. C'est découpé en 4 saisons avec 4 chansons de Françoise Hardy. Voilà, elle fait l'amour sur Françoise. Mais voilà. Alors qu'en fait, je trouve que, et il y a ça aussi dans La Hija del Fuego, qui est un film espagnol, et donc c'est pareil. En fait, tout de suite, ça crée un peu des personnages un peu ambigus, étranges, qu'on essaie de percer. Alors que c'est vrai que souvent, quand même, la veine de ce type de figure-là, c'est plus dans des films qu'on va considérer comme plutôt sociaux. Mais moi, les films que j'ai un peu sélectionnés, c'est des films où il n'y a pas de jugement, justement, de la travailleuse du sexe là-dedans. Je pense, moi, à Tangerine de Sean Baker, en fait, qui est le premier film qui me vient en tête quand j'y pense, parce que justement, là, on redore un peu leur image, puisqu'on les montre, on montre cette galerie de femmes trans travailleuses du sexe, sans misérabilisme, et qui tout de suite les montre, en fait, fortes, drôles, extrêmement dominantes aussi. Ça renverse un peu le rapport de domination,
tout en nous montrant quand même cette espèce de Los Angeles un peu miteux, et où du coup on nous montre cette nécessité-là, et donc en creux on va aussi nous faire une critique justement de l'état de la société américaine actuellement. Quelque chose qui est aussi assez fréquent, et je crois qu'on l'a un peu évoqué, c'est cette espèce de menace de la grande ville qui vient un peu avaler les jeunes gens qui s'y rendent avec énormément d'illusions. Et moi, un film typique pour ça, c'est un de mes films préférés, c'est un film philippin qui s'appelle Mani de Lino Broca, qui est assez niche en vrai, mais si vous avez l'occasion, je l'ai pas vu, mais oui, voilà. Vraiment, c'est assez brillant, et où donc en fait, c'est un peu toute une histoire d'une femme qui vient dans un village et qui ramène les filles à la ville en leur disant qu'elles vont devenir couturières. Et en fait, c'est un jeune homme qui va à Manille pour essayer de retrouver cette femme, et qui comprend en fait que finalement on a obligé en fait la prostitution à ces jeunes filles, et lui aussi du coup tombe dans la prostitution là-bas. Et donc c'est comment est-ce que par ce trajet-là pour essayer de retrouver cette femme, on a complètement une critique de la situation des migrants aux Philippines, du travail forcé. On retire les papiers à certaines personnes, de hiérarchie aussi sociale. Et donc, ça vient un peu nous le raconter en creux et de manière extrêmement belle, et où là, ça vient aussi personnifier, en fait, un trajet. Et donc, où même Ligaya, qui est le personnage de la travailleuse du sexe, n'est pas juste une travailleuse du sexe. En fait, elle existe pour une pluralité aussi de choses. Et je trouve que celui qui le fait le mieux, c'est Mizoguchi, donc cinéaste japonais, mais aussi parce que sa sœur, en fait, était geisha. Et donc, il y a eu cette envie pour lui de traiter... Peut-être rappeler l'époque dans laquelle Mizoguchi faisait des films. Ce qui est assez fou. Et il y a eu même avant, années 40-50, moi je vais vous parler de La Rue de la Honte qui est sortie en 56, mais où du coup il y a eu l'envie aussi pour lui de juste réhumaniser en fait ces femmes-là qui du coup subissaient énormément de stigmates. Et donc La Rue de la Honte, typiquement, c'est juste la vie quotidienne de travailleuses du sexe dans une maison close à Tokyo, avec l'imminence d'une espèce de loi qui peut en fait les empêcher de travailler. Et donc il y a aussi cette image dans ce film-là de la provinciale qui est venue dans la capitale à la base pour des études et qui se retrouve un peu contrainte de faire ça, et avec une impossibilité en fait de dire aussi la vérité sur le travail à leurs proches. Donc ce qui fait qu'en fait cette position-là génère aussi beaucoup de narration beaucoup plus étendue autour justement du rejet, du rapport à l'amour, et donc ça permet en fait, tout en tissant quelque chose de social en filigrane, de juste raconter souvent des destins de femmes que moi je trouve quand même très intéressants parce que pluriels, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des trucs très clichés, mais là la preuve en est, Mizoguchi en 56 il fait quelque chose de profondément ouvert et juste comme regard sur ces femmes-là. Et là on parle de la veine sociale, mais il y a un film peut-être qui est un des plus connus sur le sujet, qui est quand même Pretty Woman, qui au contraire prend le parti pris de nous faire une comédie romantique. Est-ce que quelqu'un a revu Pretty Woman récemment? T'as revu Pretty Woman? Je l'ai vu il y a un mois. Ouais. Alors comment ça vieillit aujourd'hui? En fait, pour plein d'aspects, ça vieillit super mal. En fait, le fait que le film marche encore aujourd'hui, et je pense qu'il a marché aussi, c'est que c'est un film qui est plus, au-delà de faire une rom-com, c'est une sorte de film conte de fées. Et je pense que Anora est un anti-Pretty Woman de ce point de vue-là, je trouve. Oui. Oui et non, c'est-à-dire que pour moi il est dans la qui se termine pas bien. Voilà, c'est ça. C'est plutôt ça. Exactement ça. C'est-à-dire que Sean Baker a beaucoup de recul sur le récit. Il se termine de manière réaliste. Voilà. Elle reprend quand Pretty Woman est un conte de fées. Oui, voilà, c'est un conte de fées dans le sens où ça se termine comme il l'avait promis quand le film démarre. Et c'est en ça que le film marche plutôt bien. Ensuite, le film vieillit sur plein d'aspects, notamment sur plein de phrases de dialogue, de Richard Gere et de comportement. Mais je trouve que le film a aussi eu on va dire le bon goût et arrivé au bon moment et a casté Julia Roberts au bon moment. Enfin, il y a eu une sorte de plein de trucs au même moment pour la sortie de ce film qui ont fait que Pretty Woman a marché. Et je pense que je suis pas sûr que le film, s'il sortait aujourd'hui, aurait le même succès en fait qu'il a rencontré en salle à l'époque. Et alors on parlait donc de Julia Roberts, la comédienne de Anora, Mikey Madison a été oscarisée cette année pour son rôle. Rita est pas là, mais elle nous avait dit au moment des Oscars et des Césars, quand on a fait notre émission, qu'il y avait un nombre, mais vraiment je sais plus les statistiques, mais absolument fou, de comédiennes qui sont primées pour des rôles de prostituées. Ce qui, je trouve, aussi dit beaucoup de choses, un peu du rapport, et on s'était posé la question du fait que c'est plutôt les comédiens qui reçoivent des prix sont plutôt des hommes d'âge mûr, les femmes qui reçoivent des prix sont beaucoup des femmes jeunes, et en plus il y en a pas mal qui jouent des rôles de prostituées. C'est quand même quelque chose qui je sais pas interroger. Est-ce que on considère... Alors je trouve que Mikey Madison en l'occurrence c'est 1000 fois mérité parce que sa performance bien sûr, je pense qu'effectivement c'est exceptionnel. Mais est-ce que c'est parce qu'on considère que les scènes de sexe sont une performance difficile en soi, et c'est pour ça que je pense qu'il y a... Malheureusement, moi, je n'irais pas vers cette analyse. Moi, je pense que c'est plutôt en mode vraiment. Moi, il y a plutôt un regard assez complaisant avec le fait de voir, tu vois, genre en fait, des personnages féminins se dénigrer, qui est un truc de vraiment, tu vois, elle allait choper dans le truc le plus dénigrant qu'est la prostitution. Donc en fait, un regard quand même assez moralisateur sur
ce qu'est le travail du sexe et de dire en fait on va récompenser le fait d'être allé vraiment, elle est allée dans les plus bas tréfonds de l'humanité. Il y a ça, et effectivement il y a beaucoup de comédiennes qui sont quand même passées par ces rôles, et rien qu'en entendant tu vois Alban citer un certain nombre de films français, c'est vrai qu'on se dit bon voilà, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, enfin quasiment c'est un checklist c'est un checklist même Simone Signoret, même des actrices. C'est quasiment un checklist, et moi je serais même encore peut-être plus glauque que toi là-dessus, Yuri. Moi je me demande si c'est pas tout simplement parce que en fait effectivement voir une comédienne qui plus est en général une jolie comédienne jouer une prostituée, ça fait un peu bander tout le monde, quoi, tu vois. Enfin, en tout cas les mecs va-t'en. Et moi je voulais mentionner un moment dans le débat. Non, parce qu'ils regardent pas les films, on a dit. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être ceux-là, justement, ils regardent que ceux-là, tu vois. Pourquoi Anora a eu tous ses Oscars Mais Anora, effectivement, c'est presque c'est l'arbre qui cache la forêt de ce point de vue-là, parce que c'est un contre-exemple. Oui. Mais qui témoigne aussi peut-être aussi d'un changement de regard. Enfin, oui. En tout cas pour Sean Baker, c'est évident. Effectivement, il y a Tangerine avant qui montre quand même qu'a priori, il est pas soupçonnable de ce type de biais. Mais je voulais juste mentionner effectivement un film qui est un peu dans un à côté du débat, mais qui en fait est intéressant, je trouve, à relier à cette question-là, qui est le film qui est Showgirls de Paul Verhoeven, où en fait, qui parle pas à proprement parler de prostitution, mais qui met en fait dans la manière dont il raconte l'histoire, en fait, il met le spectateur face à en fait sa propre pulsion. C'est-à-dire qu'en fait, tout le film est basé sur le fait que tu as envie de voir effectivement cette prostitution, tu as envie de voir ces personnages féminins dénigrés. En tout cas, le film t'amène à penser que c'est ce qui va se passer. Et en fait, quand t'es mis en face de ça, t'es extrêmement mal à l'aise. Et la réception du film dit long de cette espèce de mauvaise foi que je pense pas mal de critiques ou de spectateurs en général, et je m'inclus dedans, je pense, dans une certaine mesure. Il faut juste rappeler que le film s'est fait défoncer. Voilà, par la critique, ouais. Aujourd'hui, il est culte, mais à l'époque, et qu'il a été un succès de vidéoclub. Exactement. Mais qu'il a fait 3 fois son budget juste sur les locations en vidéoclub. Et la nudité est omniprésente, et donc en fait on est vraiment mis face à une espèce de jusqu'au boutisme de voilà ce qu'on peut vous montrer. Et en fait puisque d'habitude vous saluez ce genre de film et ce genre d'histoire, pourquoi est-ce qu'on vous apprécie pas ce truc jusqu'au bout? Il y avait un truc un peu trop cru là-dedans qui a crispé à un moment, et je trouve que c'est intéressant de le rappeler. C'est un film que je trouve fascinant pour cette question-là, pour les sentiments qu'il inspire. C'est un film assez moi je trouve assez génial. Ouais. Et je crois que j'ai fait une grosse erreur sur le réalisateur, parce qu'en fait c'est un film. C'est Verhoeven. Je viens de dire, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai dit Paul Thomas Anderson alors que c'est complètement Verhoeven. Je sais pas, je viens de le réaliser. Paul Thomas Anderson parce qu'il a fait un film sur le milieu du porno. Sur le milieu du porno qui était Boogie Night, mais évidemment Showgirl c'est Verhoeven. On a parlé donc de prostitution de femmes, de prostitution parfois de très très jeunes femmes, même des femmes complètement mineures comme Jodie Foster dans Taxi Driver. Il y a un angle mort qu'on n'a pas complètement abordé, c'est effectivement la prostitution masculine qui est beaucoup moins représentée au cinéma. Oui, en même temps, en fait, en faisant la liste, je me rends compte qu'il y a quand même quelques exemples, et j'ai pas du tout la vision exhaustive des choses, mais je pense que le cinéma indépendant s'est beaucoup intéressé à ça. En fait, on peut citer Larry Clark, par exemple, qui s'est beaucoup emparé de cette question. D'ailleurs, son dernier film, The Smell of Us, on parle, ouais. Voilà. Catastrophe, ouais. Mais qui, encore une fois, pour le coup, lui, a vraiment une sorte de côté voyeur dont il s'est jamais caché. Donc, en fait, on y va un peu en acquaintance avec lui. D'ailleurs, il joue lui-même un des clients qui suce les pieds d'un des jeunes hommes. Ouais. Voilà, à partir de là, on a compris à peu près. mais typiquement, Alban mentionnait Mysterious Skins, qui est hyper intéressant. Je pense il y a un film qui est intéressant aussi de mentionner dans la manière, notamment le cinéma américain indépendant s'est construit. C'est le film de John Schlesinger, qui est Macadam Cowboy, qui est sorti en 69, qui est sorti un peu dans un moment intéressant du cinéma américain où un certain nombre de nouveaux auteurs émergeaient, soit plutôt solubles dans la logique des studios, typiquement George Lucas par exemple, ou Coppola, ou d'autres moins solubles comme Cimino. Mais il y avait une nouvelle vague, et en fait à ce moment-là Hollywood était en capacité d'absorber des espèces de contre-discours, et étonnamment ce film a quand même créé beaucoup de remous. C'est-à-dire gagné un Oscar. Il a fini par gagner 3 Oscars, dont meilleur réalisateur et meilleur film. Mais c'est un film qui a créé beaucoup de remous, alors que d'autres films classé X quand il est sorti. Il a été classé X. Voilà. Enfin, c'est un film qui a créé un scandale assez intéressant quand on voit à l'aune de, par exemple, d'un Bonnie and Clyde notamment, qui a pas créé en fait étonnamment ce type de remous, alors que l'histoire est beaucoup plus transgressive dans le fond que cette histoire un peu sociale. Macadam Cowboy n'est pas un film totalement offensif, c'est-à-dire que ça raconte effectivement un mec qui se prostitue, son macro, leur histoire d'amitié et la mort d'un des deux dans des conditions tragiques. Finalement, rien de très nouveau sous le soleil à l'histoire à l'échelle de l'histoire de la prostitution qu'on a décrite. Mais ce film a vraiment fait scandale. Je trouve ça intéressant de voir à quel point il y a quand même des points un peu saillants sur cette prostitution masculine qui est encore un peu, je pense, tabou, ou en tout cas moins représentée, excepté quelques niches du cinéma indépendant américain et quelques films qui s'en emparent de manière détournée. Et je voulais mentionner aussi Match Point de Woody Allen, que je trouve très intéressant de ce point de vue-là, parce que c'est pas stricto sensu de la prostitution, mais je trouve que ça met vraiment en valeur ce fait qui est que sur la dynamique de domination. Oui, on y est quand même. Exactement. Cette espèce d'ambiguïté de, en fait, ce mec très beau qui est professeur de tennis, qui est incarné par Jonathan Rhys-Meyers,
va tomber un peu dans l'escarcelle d'une famille bourgeoise, et en fait c'est vraiment sa famille qui va l'adopter, cette famille entière qui va l'adopter, mais la fille va l'épouser. Et en fait, donc de fait, il va jamais être convaincu de cette relation. C'est une relation basée sur la reconnaissance pécuniaire et symbolique et tout un tas de choses. Mais ça met vraiment en valeur la figure vraiment étrange de la ou du prostitué en l'occurrence, qui est à la fois très proche des puissants et en même temps qui leur renvoie l'impossibilité de faire corps, quoi, la distance qui les sépare. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant pour ça. Et Match Point est je trouve vraiment un chef-d'œuvre de ce point de vue-là, dans la subtilité avec laquelle il traite ce sujet sans le traiter en fait. Et alors, on a parlé effectivement de 2 films anglais qui traitaient de ça récemment, qui étaient Mes nuits avec Léo, c'est ça le titre, hein. Mes rendez-vous avec Léo, et plus récemment Sébastien, qui est aussi un personnage anglais dans le cinéma français. À part Sauvage de Camille Villeneuve-Naquet, je suis pas sûr que c'est un film français, Sébastien. Ah bon? Non, c'est anglais, Sébastien. Non, c'est pas anglais non plus. J'ai dit anglais. Non, je dis peut-être une bêtise. Mais en tout cas, sur le côté cinéma français, moi, à part Sauvage de Camille Vidal-Naquet, j'ai pas de. Il y a pas un film de Robert Campillo. Ah, peut-être. Ah, Eastern Boys, absolument. Eastern Boys, et dans le lycéen, pour moi, il y a un peu de prostitution masculine de Honoré. Mais c'est vrai que ce que tu disais, mais peut-être aussi parce qu'il y a eu beaucoup plus de films sur des prostituées féminines, où il y a une pluralité de figures quand même, où parfois ça peut être des femmes avec du pouvoir, des femmes libres et tout. Quand on parle de prostitution au masculin, c'est quand même vraiment toujours des figures sacrifiées. Enfin, je pense au film de Gus Van Sant aussi. Et dans le cas d'Eastern Boys, c'est vraiment en plus des immigrés. Enfin, il y a un truc. C'est toujours très lourd aussi. Alors j'allais dire peut-être le seul contre-exemple que je vois, parce que je pensais côté série, donc il y a évidemment Maison Close, mais c'est des femmes sur Canal+. Mais récemment, il y a eu Escort Boys, qui est une adaptation d'une série espagnole. Et dedans, les personnages sont justement, enfin c'est beaucoup plus ambigu que ça, et c'est quand même vraiment des espèces de figures de désir qui sont mais assez... comme Mes rendez-vous avec Léo aussi. Exactement, voilà. T'as vérifié alors, Sébastien? Oui, en fait, c'est anglais, belge et finlandais. D'accord, mais il me semble que ça se passe en Angleterre. Europoudi. Ouais. Mais c'est un Europoudi. Mais le réel est finlandais, ouais. Merci beaucoup. Est-ce que on a fait le tour de la question? Certainement pas, mais tu voulais ajouter quelque chose? Moi, je voulais conseiller du coup un court-métrage qui s'appelle La Contre-allée de Cécile Ducrot, qui était avec Laure Calamy. Ouais. C'est un film qui a une quinzaine d'années, peut-être un peu moins, qui avait gagné le César du meilleur court-métrage. Et si vous avez l'occasion de le voir, c'est un film génial, justement, qui a pour personnage principal une prostituée, jouée par Laure Calamy. Laure Calamy qui était pas encore connue à l'époque. Et qui a rejoué une prostituée. Oui, mais en fait, c'est l'adaptation en long-métrage du court-métrage. Parce que le long-métrage... par la même réalisatrice d'ailleurs. Ouais, et le long-métrage est beaucoup moins bon, parce que le court-métrage, en fait, part du principe, raconte cette histoire de cette prostituée un peu, entre guillemets, old school, qui a sa chambre d'hôtel avec ses clients, c'est régulier, et puis un jour, les clients viennent de moins en moins parce que t'as des femmes immigrées qui s'installent dans des caravanes à l'entrée de la ville, et elles font la même chose pour moins cher. Et du coup, ça met en lumière toute la dynamique économique en fait du métier, et comment cette femme en fait qui va voir simplement sa clientèle partir à la concurrence réagir. Et c'est un film hyper intéressant, très réaliste, très dur, et du coup qui prend la prostitution comme vraiment un modèle économique, et comment finalement dans un modèle capitaliste on est toujours jaloux de l'individu qui vient casser ton modèle économique. Écoute, merci pour cette reco, le court-métrage plutôt que le long. On va maintenant s'intéresser à Oksana de Charlène Favier. Bande-annonce. Я хочу быть свободной. Чтобы мы все были свободны. Чтобы творить, чтобы создавать, чтобы выбирать, кем мы хотим стать. C'est la deuxième bande-annonce en ukrainien de la soirée, comme nous le faisait remarquer Yori pendant la bande-annonce. Donc là, c'est Oksana de Charlène Favier, 4 ans après Slalom. Charlène Favier revient au cinéma, elle a fait un téléfilm Arte entre-temps, et réalise donc Oksana, qui est un biopic consacré à l'une des fondatrices du mouvement Femen, qui est aujourd'hui disparue, Oksana. Là, on est en 2008 en Ukraine, et Oksana, avec son groupe d'amis, surtout des femmes, multiplie les actions contre un gouvernement arbitraire et corrompu. Leur slogan peint sur leur sein nu, et évidemment des couronnes de fleurs dans les cheveux, comme on connaît les Femen aujourd'hui. Alban, est-ce que c'est un bon film pour découvrir le mouvement des Femen? Bah non. Non. Je suis sans appel. Merci, au revoir. Mais je pense qu'on va tous être d'accord. C'est vraiment dommage, parce que on a affaire à Oksana Chakat, donc du coup une des femmes qui a créé le mouvement historique des Femen en Ukraine, et qui ensuite est venue en réfugié. 3-4 fondatrices, vraiment, elle est à l'origine du mouvement, ouais. Selon, en fait, si on en croit Charlène Favier, la fondatrice du mouvement. Bah c'est celle, pour avoir un tout petit peu creusé la question, en tout cas, c'est celle qui a défini l'iconographie
du mouvement. Donc bon. C'est un petit peu, en fait, c'est un petit peu esquissé, on va dire, dans le film. Le problème, c'est que moi, face à une trajectoire biographique comme celle-ci, avec quelqu'un qui a voué sa vie en fait à sa révolte, à ses luttes, à ses combats et à son art en même temps, et de faire une sorte d'entité, un petit peu une sorte de boule de feu comme ça, j'ai envie de voir un film dans lequel je vibre en voyant ces combats, dans lequel on a envie c'est un film qui doit prendre au trip, et en fait ça fait jamais, et c'est vraiment un gros problème, c'est le gros problème du film, c'est que Sharon Favi ne fait que toucher du doigt son personnage sans prendre jamais vraiment de risque, sans vraiment dessiner vraiment ce qui la traverse, sans parler de sa complexité, sans parler de ses émotions. Et je trouve que c'est un immense manque du film, parce que ça dure 1h43 et que quand on ressort, on sait toujours pas qui est Oksana, alors qu'en fait on a envie complètement de découvrir ce personnage, et en 1h43, alors qu'elle nous dit toute sa vie, on n'en sait strictement rien. Donc peut-être qu'on aura le temps d'y revenir, mais je trouve que c'est le gros problème de ce film-là. Je pense qu'on peut dire, c'est qu'effectivement c'est un personnage qui est quand même assez fascinant, parce qu'au-delà effectivement de son mouvement militant, etc., c'est une artiste, c'est une femme, enfin c'est une femme. Oui, en fait, elle le dit souvent qu'en fait les femmes c'est une idée, et que tout ce qu'elle pratique, son art, c'est les performances ou l'acte militant, c'est au service de cette idée-là. Et moi j'ai envie de voir ça, j'ai envie de vraiment vivre ce qu'elle vit à travers cette idée-là, et je le vois jamais. Félix, tu l'as vu il y a un peu plus longtemps, Oksana, et ça t'a pas laissé un souvenir impérissable? Ouais, je l'ai vu il y a genre 8 mois en projo équipe, et je n'ai... Mais tu n'as pas bossé dessus? Je n'ai pas bossé dessus, non, je me suis incrusté. Il était très tôt, à 11h du mat en plus, et je n'ai aucun souvenir du film, quasiment. Donc je vais quand même en parler, mais bon, c'est un peu étrange. Alors, vraiment l'honnêteté intellectuelle de ce podcast. De pas avoir de souvenir, c'est quand même un red flag, je pense. Dans mes quelques souvenirs, du coup, qui me restent du film, effectivement, le portrait, en fait, je crois que je suis sorti extrêmement frustré, mais je vais un peu te paraphraser, très frustré justement du film, parce que en fait je trouve que effectivement Oksana, qui est un personnage incroyable, enfin en tout cas moi du coup je suis allé un petit peu me renseigner après coup, et c'est une femme qui était dans une espèce de relation d'amour-haine en fait avec la vie qui est dingue, et tout ce dilemme là par exemple, c'est genre 3 scènes psychologisantes un peu à 2 balles. Enfin, vraiment, je trouve que c'est extrêmement dommage de prendre ce personnage qui est extrêmement fort, de vouloir faire un film militant, et en fait de se vautrer comme ça dans un espèce de biopic français hyper lambda où on va juste faire parler les personnages. Enfin, c'est marrant parce que je fais la critique comme si je me rappelais du film, alors que pas trop. Mais parce qu'on dirait presque que tu l'as vu là, dit comme ça. Non, mais j'ai des flashs, des images qui me reviennent. Il y a notamment 2-3 passages qui se passent en Ukraine qui sont assez saisissants quand ils sont arrêtés par je sais plus la force armée là-bas, mais tu vois, c'est la seule scène voilà, que j'ai trouvé intéressante, qui te prend un peu au trip, etc. Mais en fait, tout le reste, il y a vraiment une forme de complaisance, même un peu bourgeoise, dans le côté arty machin, c'est une artiste et je m'exprime à travers mon art, qui je trouve en fait encore une fois rend pas du tout honneur je pense à la femme que c'était, et je trouve ça vraiment dommage de rendre, enfin de caricatural, enfin de rendre le film, de rendre pardon le personnage aussi caricatural, parce que je pense qu'il y avait plein de trucs à raconter et qu'il aurait juste fallu faire des choix, et aussi éviter le côté biopic de on va partir d'un point A et arriver à un point B, qui est quand même, je pense, la faiblesse d'écriture ultime quand on essaie de faire un portrait de quelqu'un, quoi. Surtout qu'en fait, c'est monté avec une forme de décompte où on arrive sur la dernière journée de sa vie avant qu'elle mette fin à ses jours. Ouais. Et ensuite, le film revient en arrière au début de son histoire. Et petit à petit, en fait, le montage devient un peu plus alterné. On arrive au moment fatidique. Et en fait, c'est vraiment dommage parce que, en plus, Charlène Favier, qu'on connaît en fait de Slalom, on avait plutôt défendu Slalom avec Noé Habitat et Jérémy Régnier, il me semble. Félix, non. Ouais. C'était pas. Moi, j'avais défendu Slalom. Je me souviens qu'on avait parlé. Il y avait des moments qui étaient très intéressants, d'autres qui l'étaient beaucoup moins. Et là, j'ai l'impression. Non, mais là, on est quand même loin de ça en termes de propositions. Et en fait, pour résumer bien le film, à un moment, elle explique pourquoi elles veulent se mettre seins nus. Enfin, en tout cas, Oksana explique à ses amis pourquoi c'est important de le faire. Donc, elle dit qu'elle se déshabille pas, mais précisément qu'elle mette un uniforme, etc. Enfin, il y a un message vraiment intéressant qui doit être sourcé par ailleurs. Et en fait, on voit pas du tout la complexité de cette convaincre, en fait, de créer l'adhésion dans ce discours-là. Et sa camarade, elle est devant elle, fait ah oui, d'accord. Et ouais, en fait, ça paraît super con, en fait, d'un coup, alors que c'est un truc qui est hyper fort et symbolique. Enfin, et tout est un peu comme ça, effectivement. Non, mais voilà. Enfin. Je crois qu'Imen voulait ajouter quelque chose. En fait, c'est juste une mention, j'ai pas encore vu le film, mais il y a un documentaire qui est sorti l'année dernière, Apollonia de Léa Globe, et qui est actuellement sur Arte. Et en fait, je pense qu'Apollonia doit être jouée par Noé Habitat. Oui, c'est la peintre qui l'accueille. Et en fait, ça fait que ce docu, c'est sur la vie d'Apollonia pendant vraiment plus d'une dizaine d'années. Et donc, il y a énormément Oksana, en fait, de son arrivée en France, quand elles ont emménagé ensemble. Donc, c'est aussi une autre manière, je pense, de la voir vivre de manière très concrète et d'avoir plus accès à la fois à son art et à la fois à son état de santé mentale, qui est vachement approché dans le documentaire. Et du coup, je te pose la question, est-ce que ces deux femmes ont vécu ensemble ?
Pas amoureusement, mais elles ont vécu sous le même toit au lavoir moderne, ouais. Mais tu vois, en fait, nous, on le voit dans le film, mais en fait, on dirait que ça dure 2 jours, tu vois. Ah non, ça a été vraiment des années, même ce qui est assez choquant dans le documentaire, c'est que tu te rends compte que quand... Enfin bref, il y a toute une sorte de précarité, à la fin... En fait, elle avait pas ses papiers, elle vivait dans le... Voilà, elle a vécu une très très grande précarité. Elle reste 2 jours, et Noé Habitat, la bande lui dit « Ah, mais tu sais, tu vas devoir partir parce qu'on n'a plus d'argent, et je t'ai trouvé un appartement, et moi, je vais... Et promis, il y aura ton tableau Tu fais MoMA. super bien Noé Habitat, par contre. Attends, j'ai failli le faire, mais non. mais ouais, en fait, tu vois, typiquement, moi, on se doute qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une histoire d'amitié qui est en train de se créer et tout, mais en fait, si t'es pas initié, si tu connais pas l'histoire de ces personnages, ben tu te dis, mais c'est qui, en fait? Tu vois, genre, elle l'a accueilli chez elle 3 jours, et ça y est, c'est les meilleurs amis du monde parce qu'elles se disent à la vie, à la mort, et tu te dis, mais ils se foutent de ma gueule, tu vois. Puis tout son rapport à sa propre sexualité, etc. Et dans mes souvenirs, c'est pareil, c'est extrêmement maladroit, ça sert à rien. Enfin, il y a des scènes de sexe où justement vraiment tu devais vivre ça et tu dis, mais ouais, clairement. Pub. Donc oui, vous disiez gros red flag quand on se souvient pas de grand chose. Ouais. Vous nous déconseillez absolument ce Oksana, le deuxième long métrage cinéma de Charlène Favier. On va maintenant basculer du côté du petit écran avec 37 secondes, la nouvelle série Arte. Maître Costil, enchanté. On a l'impression qu'on nous cache des choses sur le naufrage. Le cargo, on n'y croit pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est la vérité, voilà. Le chalutier était en action de pêche, il n'y avait pas de danger particulier. Dernier mot du patron, viens, je chavire. Ça colle pas vraiment avec un vraquier qui vous fonce droit dessus en pleine journée. En partant de la longueur des câbles, sachant que le treuil déroule une... 37 secondes, Anne Landois et Sophie Covès-Brun, que l'on connaît toutes les deux, entre autres, pour la série Engrenage sur Canal+, se retrouvent sur Arte pour 37 secondes. On est en 2004 et le chalutier Buguelet-Bresse coule brutalement au large des côtes anglaises, provoquant la mort de 5 marins français qui étaient à bord. Ce jour-là, des exercices de l'OTAN se préparaient dans cette zone maritime et le naufrage, aussi soudain qu'inexpliqué, provoque une onde de choc au sein de la famille des victimes. Nina Meurice incarne Marie, belle-sœur d'une des victimes, qui va devenir leur porte-parole et engager la communauté des marins dans une longue quête pour la vérité face à la mécanique judiciaire qui leur échappe et au sentiment que les institutions taisent les raisons du naufrage. Romane, tu as regardé toute la série, 37 secondes. Tout à fait. Et alors j'ai vu que les 2 premiers pour ma part. C'est une série, effectivement, je pense que c'est important de voir la totalité pour vraiment se donner une idée globale, je dirais, parce que j'arrivais vraiment pas à avoir un avis en ayant vu que les 2 premiers épisodes. Je dirais que c'est quand même une série que je recommande, même si un peu en demi-teinte, parce que je la trouve un peu bancale sur certains aspects. C'est une série qui a gagné le Grand Prix en plus à Cérémania, donc que j'attendais quand même pas mal. Puis Nina Meurice, donc évidemment, ça on est... Nina Meurice qui est super dans la série. On n'est pas déçus du tout. Et par ailleurs, je trouve que c'est vraiment une série d'une part d'atmosphère, d'ambiance. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment complètement réussi à ce niveau-là. C'est un espèce de thriller quand même. Il y a un truc de tension où je trouve que vraiment, moi, j'étais tendue la plupart des épisodes. Et une série d'acteurs, parce qu'il n'y a pas... Enfin, Nina Meurice est évidemment excellente, mais même Mathieu Demy, génial. Il y a des espèces de petits rôles secondaires aussi, par-ci par-là, qui apparaissent pas. Enfin, en fait, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très bien géré dans la série, parce que ils sont pas là tout le temps. Ils interviennent à certains moments, en fait, étapes clés de l'enquête, on va dire, sur ce naufrage. Et les comédiens qui sont choisis à chaque fois, je les trouve très très justes. Donc il y a vraiment un truc de série, d'atmosphère, de comédiens, de performance. Maintenant, je trouve qu'il y a une mécanique sérielle qui est pas tout à fait fonctionnelle tout le temps, et un rythme qui vraiment peine à éclore, je trouve, le long de la série, notamment parce que entre 2 choses, c'est-à-dire qu'il y a d'abord le côté intime et familial des personnages VS l'enquête. En fait, je trouve qu'il y a un espèce de mélange et d'équilibre entre ces 2 aspects-là de la série qui fonctionnent pas tout à fait. Moi, j'ai l'impression que vraiment, les moments où je suis avec la famille de Nina Meurice, il y a quelque chose qui est très flou pour moi, de quand est-ce qu'on jongle en fait avec l'enquête et sa vie familiale, sa vie intime. Je trouve que tout se mélange d'une manière un petit peu artificielle. Et d'autre part, les faits, c'est-à-dire la réalité, puisque c'est basé sur des faits réels, et la fiction, l'émotion en fait aussi. Du coup, je trouve que vraiment il y a un truc qui s'entrechoque en permanence et qui n'arrive pas, qui arrive vraiment que peut-être sur certaines scènes, mais très rarement à se marier ensemble, parce que malheureusement, je pense qu'ils vont pas assez loin en fait dans la fiction. Ils auraient probablement dû abandonner 2-3 choses des faits réels, mais en fait quand en plus on connaît cette affaire et qu'on sait qu'elle n'a toujours pas été résolue, qu'il y a une espèce de mystère, mais malheureusement je trouve que du coup t'as toute une partie de la série dans les faits, etc., qui tombe dans l'ennui, parce que je sais de toute façon que a priori je n'aurai pas de réponse à toutes mes questions.
Oui, et en même temps, regarde Zodiac de Fincher, on sait qu'on sait toujours pas qui est le Zodiac et ça nous empêche pas d'être, ou même, je sais pas, Memories of Murder. Alban, est-ce que tu Moi, je sais qui est le Zodiac. Bah parce que c'est toi. Alban, est-ce que tu partages cet avis en demi-teinte sur 37 secondes ou t'es un peu plus emballé ? Non, je suis un peu plus emballé, je pense. Je comprends ce que tu veux dire par rapport à tes réserves, mais moi, en fait, vu que en général, je suis un petit peu plus réfractaire aux séries qui sont issues, enfin, qui se basent sur des faits réels, surtout sur des faits qui sont irrésolus, ou en tout cas qui ont été classés sans suite, et surtout sur des affaires de chalutiers, en fait, qui tombent au fond de l'eau. Enfin, tu vois, j'étais pas emballé sur le papier. J'ai cru que tu allais nous citer genre 10 séries adaptées de faits réels sur des chalutiers au fond de l'eau. J'étais là, le mec, c'est vraiment niche, tu vois. Prochain focus. Et en fait, je m'attendais. En fait, j'étais un petit peu content de voir cette série. J'avais un petit peu hâte, justement, pour Mathieu Demy, que j'avais pas vu depuis très longtemps, alors qu'il a joué au cinéma et en série, mais je l'avais pas vu depuis un moment. Ouais. Et pour Nina Meurice, bien évidemment, qui m'a absolument pas déçu dans cette série. Et du coup, ce qui m'a plu, en fait, c'est l'aspect portrait de femmes à travers cette série, parce que c'est quand même un portrait de Nina Meurice, c'est quand même l'héroïne du film, même s'ils sont deux, elle partage un petit peu la vedette avec Mathieu Demy, mais c'est elle qui porte le film comme elle va porter qui porte la série, comme elle va porter aussi l'équipe de pêcheurs et des familles qui essayent d'établir la vérité sur cette affaire-là. Et j'aime bien aussi le fait que dans cette série, tout est déjoué en termes scénaristiques au niveau pas forcément au niveau de l'enquête, mais justement de ce qu'il y a autour de l'enquête. C'est-à-dire sur cette pseudo-histoire potentielle d'amour qu'il pourrait y avoir entre Mathieu Demy et Nina Meurice. En fait, on n'attend pas que ça se passe parce qu'on sait qu'en fait il se passe quelque chose, et du coup scénaristiquement en fait ça va toujours déjouer ce qu'on attend, et je trouve que c'est très intéressant dans la manière dont c'est fait. Et je suis vraiment d'accord avec toi sur les acteurs qui viennent ponctuellement à travers les épisodes, notamment l'épisode avec Laurent Pointrenaud qui joue une sorte d'expert, et il est génial. Et en fait ils prennent un soin en fait à écrire vraiment l'origine de chaque personnage, de vraiment bien les caractériser, quitte parfois à en faire trop, typiquement sur le personnage de Laurent Pointrenaud qui vient juste en tant qu'expert pour expertiser les tracés en fait des sous-marins. Il montre sa nouvelle vie à la retraite, sa femme, comment il a été souvent absent, et en fait au bout d'un moment tu te dis bon, t'es pas obligé de faire ça, on comprend un petit peu que le personnage il est tiraillé entre le fait de rester auprès de sa famille désormais ou encore animé par son travail, et en fait il y a vraiment une volonté de caractériser et que tous les personnages existent vraiment à travers cette série. Et moi c'est ce qui m'a beaucoup plu, et je trouve que sur l'enquête en elle-même je m'attendais vraiment à m'ennuyer pour le coup, et je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes. Je sais pas à quel point ça tire justement sur le réel, ou s'il y a une forme de complot là-dedans, etc., ou alors s'ils sont complètement dans la réalité et que en fait il y a un problème sur Mais c'est pour ça que moi j'ai pas encore été au bout de la série, donc j'ai pas encore ouvert vraiment genre le mais moi l'onglet j'ai vu 4 épisodes sur 6 donc pour regarder l'ensemble, parce que j'ai l'impression qu'effectivement comme on n'a pas de réponse, en tout cas les thèses sur lesquelles va la série, j'ai envie de dire c'est un peu comme si on faisait une série sur le MH. Alors il y a eu pas mal de documentaires sur l'avion disparu, etc. J'ai l'impression que t'es obligé d'une certaine manière d'aller un petit peu titiller des thèses un peu complotistes, mais en tout cas il y a une seule grosse thèse qui est défendue dans la série, qui est la thèse du sous-marin, qui est dans la marin de l'OTAN. Peut-être juste pour rebondir, tu disais quand même que l'héroïne principale était donc Nina Meurice, et qu'il y a effectivement un joli quand même portrait de femme derrière tout ça, mais je veux quand même dire qu'il y a un espèce de point de vue qui est quand même hyper bizarre dans le choix du point de vue de ce personnage, puisque est-ce que ça se passe encore dans une mode de foin? Non, ça se passe. J'ai pas de problème quand même avec là pour le coup c'est quand même sacrément plus sage, mais il y a quand même un truc où c'est-à-dire que c'est une héroïne, un personnage qui n'est pas véritablement concerné par ce naufrage, puisque c'est la belle-sœur d'un marin mort, donc c'est-à-dire que son mec c'est son frère qui est mort dans ce naufrage. Son mec est particulièrement passif dans cette série, c'est-à-dire que lui oui vraiment, mais qui pleure et qui va au bar, etc., et tu ne sais pas trop problème pourquoi. De genre. Ah bon? Il boite, il a des béquilles, c'est genre l'enjeu des trois. L'enjeu au départ, c'est quand même qu'il prend des médicaments et qu'il dit j'ai peut-être été amputé, etc. Non, mais typiquement, tu vois, c'est marrant parce que je pense que c'est pas anodin que j'ai oublié ce détail, parce que je pense que c'est le côté passif du personnage où pour moi il y a un truc de justification, mais de prétexte. Il est infernal. De prétexte un peu quand même pourri on l'a qu'à lui faire un truc de jambe pour expliquer pourquoi est-ce qu'il est pas plus actif dans ce truc, et qu'on va prendre le point de vue de Nina Meurice. C'est tout mon problème vraiment quand même avec ce
personnage-là, parce que je crois que j'en ai un quand même, c'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle est aussi militante, pourquoi est-ce que ça la tient autant à cœur, et en fait je m'attendais quand même, je me suis dit, et je tenais vraiment la série comme ça, c'est-à-dire que je me suis dit, j'attends qu'il me justifie pourquoi ils ont choisi son point de vue, pourquoi c'est elle qui doit nous raconter cette histoire, et pourquoi c'est elle qui est aussi impliquée, aussi militante là-dedans. Mais elle est peut-être inspirée. Mais c'est sa destinée, en fait. Elle est peut-être aussi inspirée d'un personnage réel ou pas du tout? Ça, j'en ai aucune idée. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une forme de... Ouais, en fait, c'est ce qu'elle doit faire, c'est ce qu'elle doit accomplir, tu vois. Oui, mais il y a un truc de motivation du personnage, si tu veux. Je peux le comprendre à certains aspects sur est-ce qu'en fait elle a besoin d'attention, et il y a un truc un peu de faille, presque narcissique, un truc de faille que je trouve intéressant. Malheureusement, tu confonds avec une amie dévouée. Oui, vraiment. Non, mais que je trouve pas du tout assez exploité. C'est-à-dire que là, moi, je sais jamais justifier pourquoi est-ce que tout d'un coup on a choisi, à part parce que c'est Nina Meurice, c'est que bien sûr qu'on a envie de voir. Oui, tu veux dire dans le scénario, pourquoi c'est. Oui, complètement. Et dans la série, de manière générale, après les faits, je sais pas effectivement si ce personnage a existé, c'est peut-être intéressant. Mais moi, il y a un truc où j'attendais qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'on a choisi son personnage pour m'expliquer comme axe de l'histoire, et ça n'est jamais fait. Mais tu penses pas que c'est motivé aussi au bout d'un moment, peut-être pas dès le point de départ, mais après par la présence de Mathieu Demy et de cette attirance qu'elle a pour lui et le fait qu'elle continue? Du coup, je vois ça comme très artificiel. C'est que tout d'un coup, il y a un truc où on me rajoute une petite histoire d'amour qui, en plus, là, j'imagine, est de la fiction. Enfin, j'en sais rien, mais surtout pour Mathieu Demy. Je quitterai pas mon travail pour Mathieu Demy, tu vois. Ah ouais? Grave BG, mais il est trop mignon, mais ouais, il est trop doux. J'aime trop Mathieu Demy. Il est super sensible dans la série, il est trop mignon. Pour le coup, on arrive sur un terrain relativement subjectif. Mais je t'en pensais parce que je faisais une blague sur les visiblement les fictions avec des bateaux qui coulent, etc., que c'était une niche. Mais il y a eu une série récemment sur France Télévisions qui s'appelait Rivage, dans laquelle il y avait aussi un chalutier qui disparaissait, là, pour le coup, parce qu'il y avait une sorte de monstre marin. Et dedans, il y avait Jonas Bloquet qui joue aussi dans 37 secondes le mari de Ah, mais donc tu penses que c'est un cinématique univers? Écoute, je sais pas, mais moi quand je l'ai vu apparaître, j'étais là, attends, c'est la deuxième série de l'année que je vois avec un chalutier qui disparaît et il y a le même comédien. Après, il y a aussi De Grâce dans les zones portuaires. Enfin, vraiment, on est sur une thématique fluviale sur Arte. Il y a Titanic, je sais pas si vous connaissez. Focus. Rivage, c'était sur France. Et la croisière s'amuse aussi, c'est pas mal. Il commence à y avoir un cinématique univers. Bon, merci beaucoup. La série est donc disponible sur Arte et c'est tout de suite l'heure des recos de la perche. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Et ce soir, Yuri, tu es tout seul en reco pour nous faire 2 recommandations. Une seule, à savoir Simone de la Montagna. Une qui vaut 2 peut-être. De Federico Luis, qui est un film argentin. Oui, non, mais surtout que pour le coup, il y a beaucoup d'accents que tu maîtrises très bien. Est-ce que celui-là, on est vraiment sûr? Non, je pense que c'est pas le meilleur. Est-ce que c'est lié au fait que j'ai revu Le Masque de Zorro récemment? Probablement. J'ai commencé à parler comme Antonio Banderas. Non, mais du coup, c'est un film donc argentin qui était présenté à la Semaine de la Critique la semaine dernière, l'année dernière, putain, vraiment, c'est fin de journée. 367 millions de spectateurs l'ont déjà vu. Donc c'est l'histoire d'un gamin qui s'appelle Simon, qui est un peu paumé dans la vie et qui va se trouver une nouvelle bande de potes. Il se trouve que ses potes sont des gens avec des handicaps mentaux et qui va en fait intégrer ce groupe en faisant semblant d'être lui-même handicapé mental. Donc c'est le film d'Artus. Voilà, on a déjà vu ce film. Mais c'est le film d'Artus, mais en vraiment film social, tout est gris, pas de musique, les gens sont tristes, enfin voilà. La version canoise du film d'Artus. Donc c'est qui a quand même monté les marches, hein. Ouais, voilà. Un petit truc en plus. Non mais après voilà, moi j'ai un souvenir assez mitigé du film dans le sens où je trouve que le point de départ est hyper cool parce qu'il est vachement trouble et tu vas suivre ce gosse qui va faire quand même un truc horrible, à savoir prétendre être handicapé mental pendant 1h30 juste pour machin, et en fait quand tu le vois en fait être se faire genre récupérer par sa mère qui dit mais pourquoi t'as fait ça, et en fait tu comprends que le mec est complètement perdu, donc il y a un côté machin. Après voilà, je trouve que le film en fait un peu trop sur le côté vraiment tout le monde il est triste, personne rigole machin avec en plus une tournure dramatique que prend le scénario à un moment que je trouve moi un peu artificiel et dans laquelle moi je crois pas beaucoup. Par contre c'est un film qui filme de très jolis paysages et qui a pour grande qualité de mettre en valeur aussi des comédiens et des comédiennes atteints de divers handicaps et de les mettre très très bien en valeur et de leur donner des rôles absolument intéressants. Donc voilà, c'est un film intéressant, fragile, donc si vous avez envie de le voir en connaissance de cause pour le pitch, allez-y. Et merci beaucoup, et c'est l'heure de la carte blanche. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour.
J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Et cette semaine, c'est toi, Imen, qui nous fait une carte blanche et t'as décidé d'explorer la représentation de la sexualité d'héroïnes adolescentes dans le cinéma d'auteurs masculins et souvent homosexuels. Oui, globalement, je vais parler de deux films. Donc, en fait, après avoir tenté des espèces de cartes blanches que je dirais hagiographiques, où je venais un peu vous parler de ceux qui me faisaient vibrer à travers leurs œuvres, je vais aujourd'hui tenter de raconter une sorte d'obsession adolescente que j'ai eue et qui m'a longtemps poursuivie. Cette obsession, c'est celle de deux images d'adolescentes qui m'ont été mises dans la tête, un peu malgré eux, comme objectif inatteignable par deux réalisateurs qui sont Christophe Honoré et François Ozon, puisque ces deux films sont Jeune et jolie et La belle personne. Ce sont deux hommes donc qui en réalité ne savent pas vraiment ce que c'est qu'être une adolescente, mais qui ont tout de même décidé de partager leur vision dans des films que je considérais comme assez esthétiques, musicaux et globalement très séduisants. Leur vision, je pense que c'est probablement celle qu'ils ont fantasmée en tant que jeunes adolescents. Et donc chez eux, ça fait qu'une adolescente, c'est toujours l'objet de regards et de convoitises. Ces deux films ont énormément de points communs que j'ai décidé de décrypter là. D'abord, on a un cadre, puisque c'est Paris, c'est les beaux quartiers, et c'est aussi l'évocation du fameux lycée Henri IV, qui pour moi était un très grand fantasme en tant que provinciale. Ensuite, c'est la beauté de l'actrice principale, Marine Vact chez Ozon, Léa Seydoux chez Honoré. Donc, autant te dire, quand tu vois ça à 14 ans, c'est un peu inatteignable. Ensuite, c'est aussi la fascination des autres pour elle, autant les filles que les garçons, les adultes que les personnes de leurs âges, puisque ce sont des jeunes filles boudeuses, mystérieuses, qui ne se laissent pas facilement approcher. Là où elles se rejoignent surtout, et c'est là qu'on y arrive, c'est dans le désir que les hommes portent sur elles, et plus particulièrement le désir des hommes qu'on va considérer comme plus âgés, si ce n'est beaucoup plus âgés. Elles sont un peu celles qui font tourner la tête, celles qui marquent au fer rouge et qui hantent à jamais. Elles sont des espèces de personnages un peu en souffrance qu'on comprend pas très bien et qui font des ravages et qui, malgré tout, ont envie d'être aimés et où tout le monde, surtout, a envie de les aimer. Moi, quand j'étais adolescente, tout simplement, je voulais être elle, parce que c'était un peu ce qu'on m'érigeait comme norme. Et donc, être une sorte de vraie adolescente française, c'était être blanche, bourgeoise, belle et hétérosexuelle. Alors moi, je regardais ces films en boucle. Jeune et jolie, c'était plusieurs fois par jour. La belle personne, c'était tous les vendredis à la même heure. Et donc, je vivais un peu dans cette espèce d'adolescence fantasmée par ces réalisateurs, par procuration. Je me retrouvais à connaître les gestes, les mots d'Isabelle et de Junie. Et quand je fermais les yeux, il y avait un endroit où j'avais l'impression un peu d'être elle. Sauf que j'étais pas une adolescente blanche, bourgeoise, belle, parisienne, ni finalement hétérosexuelle. Mais quand je fermais les yeux, par contre, j'étais elle. Et donc, pour moi, il y avait un peu un truc où c'était pas des personnages. C'était plutôt une sorte d'incarnation projetée de tout ce que je ne parviendrais jamais à être, mais que je voulais être désespérément. Donc, la fiction venait d'une certaine manière me pointer l'espèce de violence symbolique et la frustration qu'on peut ressentir quand on est jeune et qu'on comprend qu'en fait, on est un peu hors norme. Donc, moi, quand j'avais cet âge-là, j'ai un peu tenté d'aligner mes désirs sur les leurs. J'ai regardé avec plus d'intérêt les hommes d'une cinquantaine d'années. Je suis tombée faussement amoureuse d'un professeur de théâtre qui ressemblait d'une certaine manière très très loin de Louis Garrel. Puisque moi aussi, je rêvais en fait qu'un homme d'une trentaine d'années puisse être dans un café en train de se lamenter et se dire « elle m'aimera jamais cette fille, elle va pas m'aimer, c'est pas possible ». J'aurais certainement pu, je pense, en fait, me prostituer comme Isabelle à l'époque parce que, comme le dit Charlotte Rampling à la fin, c'est courageux. Et surtout qu'en fait, dans le film, les rapports sexuels, ça se fait sur Françoise Hardy en 4 saisons, et donc tout de suite, ça devient romantique aux yeux d'une adolescente. En réalité, en fait, c'est des jeunes filles, et c'est ça, moi, qui m'intéresse vachement avec mon regard rétrospectif que j'avais pas à l'époque. Elles vivent leur relation avec des hommes, comme les réalisateurs qui sont tous les deux ouvertement homosexuels, ont pu vivre leur rapport à l'époque, à savoir en cachette, dans le secret et dans la peur permanente d'être découverte et d'être débusquée. Louis Garrel, prof d'italien de Junie, donc dans le film de Honoré, qui clairement peut pas s'assumer devant tout le monde, qui s'est amouraché de son élève, ce qui fait que la relation se fait entre deux couloirs dans des chambres d'hôtel. Les chambres d'hôtel, c'est le lieu prédominant du film de Ozon, puisque Isabelle se prostitue et relationne principalement dans ces lieux. Donc ces relations qui peuvent en fait se vivre simplement ne conviennent pas aux jeunes femmes, puisqu'elles n'aiment pas les garçons de leur âge, elles les trouvent trop immatures et ils sont tous en retard. Bref, tout ça pour dire que tous ces fantasmes, qui sont bien entendu pas les seuls à propager, ont eu une incidence inéluctable sur moi, puisque quand on les regarde et qu'on a l'âge des personnages, on a envie en fait de faire une sorte de mimétisme. Et la dangerosité, c'est que sa vie est forcément en dessous de la fiction. Et donc dans mon cas, j'ai l'impression d'avoir tenté de me retrouver à un endroit duquel j'étais un peu officiellement évincée. Ce sont deux films qui resteront
sont toujours en moi parce que je les ai aimés, que je les ai vus, que je connais tous les plans, toutes les musiques, tous les dialogues, et qu'il y a un endroit où en fait je suis reconnaissante parce qu'ils m'ont donné envie de faire du cinéma. Mais malgré tout, j'ai l'impression de conserver une sorte de colère envers ces films parce qu'ils m'ont fait perdre du temps, ils m'ont fait perdre de l'estime. Et pour conclure, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que pour moi, ces 2 films viennent parler de tout ce qui fait le cinéma et ce qui fait aussi juste la critique en général. C'est que c'est un art qui n'est que projection, idée, connotation. Et donc, l'impact vient forcément se nicher différemment en fonction des failles et des perceptions du spectateur. Et donc, moi, pendant plusieurs années, j'ai fantasmé le fantasme de réalisateur. Merci Imen pour cette carte blanche. C'est la fin de l'émission. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir participé. Merci à vous qui nous avez écoutés. Et notez bien la date du 7 mai pour venir nous voir en public. À la semaine prochaine.